Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Autopsie littéraire, le podcast où on dissèque des romans. Aujourd'hui on va parler d'un roman fantastique, on va parler de magie et on va parler de pelle. Pour cela, je suis accompagnée de Siloé. Encore moi. Encore toi. Toujours là. Nous avons choisi donc le roman La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Alors, T.J. Klune, qui est-ce parce que moi je ne le connaissais pas du tout, je sais pas si toi tu le connaissais. Pas du tout l'auteur, c'est juste j'avais entendu parler du roman et le nom et la couverture me plaisaient et du coup voilà. Ouais, moi aussi le nom il m'a grave... ça m'a grave parlé. Puis j'aime bien le mot céruléen, c'est grave, c'est hyper beau. Donc T.J. Klune, c'est un auteur américain né en 1982 en Oregon. Il est ouvertement queer et il a été en couple avec Eric Harvin, qui est un autre auteur de romances homosexuelles, jusqu'à son décès, le décès de Eric. Il a écrit de nombreux romans de young adultes et des romans adultes, comme La maison au milieu de la mer céruléenne, qui a été un best-seller du New York Times, qui a été nommé par le Washington Post comme l'une des meilleures lectures de 2020. Et en effet, il est sorti en mars 2020 aux États-Unis, et puis presque un an après, en juillet 2021 en France. Et la suite, Somewhere Beyond the Sea, est sortie en septembre 2024 aux US. Et j'ai pas trouvé de date pour la France, mais je sais pas, si par hasard les éditions de Saxus passent par là, peu probable, mais s'ils veulent bien nous donner une date de sortie, ce serait super. Siloé, on va peut-être garder comme la dernière fois nos avis pour la fin, mais est-ce que tu veux commencer par nous raconter un petit peu le résumé de ce roman ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Du coup, dans ce livre, on va suivre Linus Baker, qui est un quarantenaire qui travaille pour le gouvernement au ministère de la Jeunesse magique, qui a un poste très bas placé, enfin il est vraiment en bas de la chaîne alimentaire. Et son travail, c'est de passer dans des orphelinats, ils appellent ça, pour évaluer si les enfants sont bien entretenus, on va dire, qu'ils sont pas maltraités, qu'ils sont bien nourris et qu'ils sont bien encadrés. Donc sachant que c'est un monde dans lequel la magie est connue et acceptée, on va dire, mais elle est hyper contrôlée par le gouvernement. Et en général, donc Linus Baker fait ses rapports et à la suite de ses rapports, il est choisi de garder ouvert ou pas les différents orphelinats. J'ai oublié de dire, mais ça me semble quand même important de le préciser, quand je faisais mes recherches là, j'ai vu que le roman avait eu une controverse parce qu'il se serait inspiré d'un truc qui s'est passé dans les années 60, si je me souviens bien, au Canada, où les enfants des natives avaient été enlevés de leur famille pour être mis dans des orphelinats par le gouvernement et contrôlés. Et voilà, et donc c'est effectivement... ce qui s'est passé dans la réalité est absolument abominable parce que c'était des enfants qui avaient des parents et à qui qu'on a vraiment retiré aux parents. Voilà, et donc du coup, il y en a qui ont reproché à T.J. Klune de s'être inspiré de cette histoire pour son roman et d'avoir dépeint quelque chose de beaucoup plus joli que la réalité. Moi, c'est vrai que je ne connaissais pas cette histoire avant de la lire. Je sais pas si tu la connaissais toi. Alors je savais pas que c'était inspiré de ça, mais je connaissais l'histoire, parce que j'en avais parlé avec... les parents de ma meilleure pote qui sont canadiens et qui en fait il y a un gros conflit au Canada avec l'église parce que ça a été justement mis en place par l'église cette chose de prendre les enfants et de les séparer de leur famille pour les mettre dans des orphelinats. Mais oui, je connaissais l'histoire, mais c'est vrai que j'avais pas du tout fait le rapprochement. Ouais, mais après je sais pas trop ce qu'en a dit l'auteur. Je me dis que si ça permet de mettre en lumière cette histoire, finalement c'est une bonne chose. Ceci dit, effectivement la manière dont c'est dépeint, on s'entend tous sur le fait que c'est très loin de la réalité. Oui, après, on voit quand même dans le livre, on en discutera après, mais que cette méthode du gouvernement est quand même très critiquée et que c'est... Oui, mais dans le livre, on tient à préciser que tous les enfants n'ont pas de parents. Oui. C'est ça le concept. Oui. Ça reste quand même des orphelinats, même si on en parlera par la suite sur ce terme, on reviendra sur ce terme par la suite, mais les enfants n'ont pas de parents. Et il y a une autre section, d'ailleurs, dans le roman, du ministère de la Jeunesse magique qui s'occupe des familles magiques et dont où les enfants sont avec leurs parents dans leur famille. Donc voilà, nous on s'intéressera dans ce roman, ça ne s'intéresse qu'à des orphelins qui ont perdu leurs parents dans des circonstances plus ou moins obscures. Voilà. On dira. Le roman s'ouvre sur Linus Baker, donc, qui est dans un orphelinat en train de contrôler ce qui se passe,
parce qu'une petite fille a blessé un de ses camarades avec ses pouvoirs et elle vient vérifier que tout se passe bien, que tout le monde contrôle bien ses pouvoirs et que les enfants sont bien traités. Je sais pas ce que t'as pensé de ces premiers chapitres, parce qu'on va essayer d'aller un peu plus vite que les dernières fois, mais en gros sur les premiers chapitres on voit vraiment, enfin en tout cas le gros premier chapitre, on voit la vie de Linus un petit peu, et je trouve que c'était intéressant dans le style parce qu'il y avait une vraie notion de répétitivité des journées. Enfin, on a vraiment l'impression que toutes les journées de Linus elles se ressemblent. Ouais, mais on a qu'il a sa routine et tout, mais on n'a pas besoin d'avoir 5 journées pour se dire ah tiens, il vit vraiment toutes les mêmes journées quoi. Ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé le début. Bon, déjà, t'as les 2 premiers chapitres, genre, qui t'expliquent qu'il y a un ministère de la magie, que c'est hyper contrôlé, que lui il vient, qu'en fait c'est pas un être magique et qu'il vient pour voir que tout se passe bien. Et en fait, j'aime bien comment il le dépeigne, Linus Baker, qui est un mec un peu donc d'une 40aine d'années, qui vit seul avec son chat, mais qui est pas dépressif, alors que sa voisine essaye de le pousser pour dire qu'il est triste et que c'est horrible de vivre seul, alors que lui, il est hyper bien dans sa vie. Il devrait absolument se marier avec son fils ou son petit-fils, je sais plus, qui est chirurgien ou pédiatre. Ouais. Et puis on décrit un mec qui est un peu rondouillard, qui est pas forcément blasé de la vie, mais qui vit sa petite vie tranquille, et en fait un monsieur tout le monde quoi, donc oui. Et ça j'ai vraiment bien aimé. Et ouais, la voisine est quand même sacrément drôle. Oui, elle est super drôle. Et le chat aussi, moi il me fait beaucoup rire. Calliope, ouais. Ou Calliope, je sais pas comment. Moi je lisais Calliope aussi. Ouais, moi aussi je lisais Calliope. Ouais, un petit chat qu'il a trouvé sous son perron et qui... Enfin, Calliope a adopté Linus sans lui demander son avis, elle s'est incrustée chez lui, et puis voilà, et puis c'est un chat qui a un mauvais caractère. Mais est-ce que tous les chats n'adoptent-ils pas leurs humains, et est-ce qu'ils n'ont pas tous un certain mauvais caractère? Bien sûr. Et on regarde la mienne à ce moment-là. Avec sa petite griffe plantée dans le jean de stylo. Toujours, ouais. Du coup, sur sa fin de journée, Linus arrive dans son lieu de travail et il est convoqué assez immédiatement chez les cadres extrêmement supérieurs par une femme tout à fait désagréable qui lui transmet le message et qui a l'air très très inquiète à l'idée qu'il puisse lui prendre son poste. Mademoiselle Jenkins. Une femme adorable. Vraiment, avec son sbire qui l'a su partout et qui note sur son petit carnet tous les blâmes pour essayer de pénaliser tout le monde. 5 blâmes, 10 blâmes, allons-y. Pour tout et n'importe quoi. Et lui, du coup, au début du roman, Linus, c'est une personne qui a l'air assez stressée, assez trouillard, et qui veut pas déborder, qui lui-même se décrit un peu rond, et qui dit que rien que ça l'embête parce qu'il prend trop de place et qu'il aimerait être tout petit et se mettre dans un coin et qu'on l'entende pas parler. Et quand il est convoqué par les cadres extrêmement supérieurs, d'ailleurs ce nom est quand même sacrément ridicule mais très drôle, il panique complètement parce qu'il se dit que c'est la fin et qu'il va se faire virer et qu'il a forcément fait quelque chose qui allait pas et que... Oui. Ça va pas du tout quoi. Et il est d'ailleurs persuadé que c'est à cause de la tache de sauce salade qu'il a sur sa chemise. Enfin, il est au bout de sa vie. Pas du tout nous quand il se passe un truc. Vraiment, on ne se reconnaît pas du tout. Bref, les cadres extrêmement supérieurs le convoquent et ils lui assignent une mission. Une mission de niveau 4 qui est le plus haut niveau dans la hiérarchie. Une mission confidentielle. Voilà, dont il ne doit parler à personne. Et à tel point que, en fait, quand il lui confie la mission et qu'il doit partir, en fait, il n'a pas le droit de retourner à son bureau, il doit quitter les lieux et rentrer chez lui. Oui, vraiment, ce en quoi Madame Jenkins dit qu'il a été viré, qu'il a fait un breakdown, parce que tu comprends, il a 14 heures chez lui et c'est vraiment impossible que ce soit non, pas Madame Jenkins, ah non, l'autre, la voisine. J'ai oublié son nom. Mais oui. Voilà, moi il y avait une phrase qui m'a fait beaucoup rire quand même sur le quand on lui assigne sa mission très spéciale là. Donc c'est sur une île, il doit partir et il est en mode oulala mais non mais je peux pas y aller, c'est pas possible machin. Et à un moment il dit oui mais j'ai un chat. Et il y a un des cadres extrêmement supérieurs qui lui répond les chats sont des créatures très solitaires, il ne se rendra même pas compte que vous êtes parti. Et j'étais en mode, mais lol, ce gars n'a pas de chat pour dire un truc pareil. Toi-même, tu sais que vraiment, ton chat, il te fait la gueule quand tu rentres de voyage. Ah ouais, clairement. Non mais déjà, 24 heures de garde, il est au bout de sa life.
exactement. Alors, un mois... Mais au final, Linus, il décide quand même de partir avec son chat. Faut pas Et déconner, on était quoi. très rassurés. Voilà. Et donc en fait on lui assigne cette mission pour laquelle il a pas vraiment le choix en fait d'y aller ou pas. On lui dit grosso modo bah là il y a ton train demain, t'y vas. Et ils lui disent que c'est une faveur, que c'est une promotion qu'on lui fait, mais il a pas d'informations dessus, c'est un peu flou et personne veut trop lui dire ce qui se passe sur cette île quoi. Non, vraiment, il a juste un dossier qu'il doit pas ouvrir avant d'être arrivé sur place. Voilà. Donc, gros mystère. Il prend son train et il arrive à un endroit absolument merveilleux où il voit enfin la mer. Et c'était le truc dont il rêvait tous les jours. Il avait sur son bureau, le seul truc un peu personnel qu'il avait, c'était un tapis de souris avec une image d'une plage un peu paradisiaque avec écrit « Aimeriez-vous être ici ?» Et où lui en mode oui, carrément, j'aimerais trop. Ouais, son grand rêve c'était de voir la mer. Et donc là, il voit la mer, il est estomaqué, enfin, il est trop content. Et puis, il peut surtout, une fois arrivé sur place, ouvrir le rapport. Donc il ouvre son rapport avec, je crois, une lettre des cadres extrêmement supérieurs qui lui disent que c'est un dossier confidentiel qu'il ne doit pas partager et qui recense en fait tous les enfants dont il va devoir s'occuper et enfin surveiller, ainsi que le directeur de l'établissement sur qui il doit également jeter un œil. On sait pas trop pourquoi, mais voilà. Enfin, en gros, le ministère veut qu'il surveille toutes les personnes qui habitent dans cet orphelinat. Et donc il ouvre le dossier, la première feuille sur laquelle il tombe, c'est celle d'un enfant qui s'appelle Lucie. Et il se dit, c'est bizarre Lucie comme prénom pour un garçon. Et là moi j'ai tilté direct, c'est pas toi. Moi non, pas du tout. Vraiment, j'ai lu 2 pages après, j'ai fait ouh, Parce qu'en fait, interesting. je pense que j'ai été, enfin comme je t'avais dit, mise en erreur enfin pas mise en erreur mais influencée par Désenchanté, la série. Eh ben oui, forcément. Dans laquelle il y a un petit démon qui s'appelle Lucie parce que bah, c'est le surnom de Lucifer quoi. Et du coup quand il a ouvert son dossier et qu'il se dit oh là là c'est bizarre comme nom pour un garçon et qu'après il voit son nom complet, il fait Lucifer, fils de Satan, pouvoir antéchrist, Mère inconnue. probablement morte. Là, Linus fait ce qu'on aurait tous fait à sa place. Il s'évanouit. Voilà, il tombe dans les pommes. Parce qu'il avait fréquenté un certain nombre d'enfants magiques, mais jamais un démon, quoi. Enfin, bah littéralement. Et c'est un enfant qui a 6 ans, 6 jours. 6 ans, 6 mois et 6 jours. Ouais. Donc c'est vraiment le fils du diable. Ouais. Il revient à lui, et puis là, on fait aussi la découverte de Miss Blanchapelle, Mademoiselle Blanchapelle. Ouais, Mademoiselle Blanchapelle. Qui l'amène sur l'île, et elle a l'air un peu revêche, mais on sent tout de suite qu'elle a quand même un peu un bon fond, quoi. Ouais. Elle est un peu bizarre, elle a l'air très extravertie, de se mêler un peu des trucs qui la regardent pas, mais ouais, elle a l'air sympa. Elle a l'air sympa. Elle n'est pas toujours sympa avec Linus, mais nous, en tant que lecteur, elle nous semble vachement sympathique. Oui. Et elle a l'air d'avoir son petit caractère, quoi. Oui, exactement. Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé... quand ils sont arrivés là, et qu'il est parti avec le chat, que j'ai vu la meuf qui avait le dossier de Lucie, vraiment, j'étais en mode, j'ai très peur pour ce chat. J'ai peur qu'il finisse manger. Ouais. Putain, moi, je me suis pas posé la question, mais c'est vrai que, effectivement, ça aurait pu. Ils arrivent sur l'île, et là, Mademoiselle Blanchapelle, elle laisse Linus dans une... Il traverse le village Oui, c'est d'abord. vrai qu'il traverse le village. Il se dit que les habitants, ils ont l'air un peu chelous, mais pourquoi pas. et après, ils arrivent sur l'île à l'aide d'un bateau, bateau. qui transporte aussi une voiture, qui est, dont le capitaine est un mec qui s'appelle Merle, dont les seules motivations semblent être vraiment l'argent, hein, ouais. à ce type. On le verra au fur et à mesure du roman, mais plus il traverse l'île avec son bateau, plus il a tendance à augmenter les tarifs, à doubler, tripler, quadrupler le prix de la course. Vraiment, l'inflation frappe fort. Là, on fait la découverte et la rencontre de tous les autres enfants sur l'île. Donc, il me semble que Linus est amené dans sa petite dépendance, là, à côté de la maison principale. Ouais, en fait, il arrive sur l'île, il y a Mademoiselle Blanchapelle qui l'abandonne littéralement. Enfin, on sait pas, elle disparaît. On sait pas où elle part. Et elle lui laisse sa voiture. Du coup, il avance avec sa voiture, il continue, il roule. Il y a qu'une seule route de toute façon, donc il a pas le choix. Et il arrive devant la maison. Et à ce moment-là, son chat s'échappe. Donc il lui court après dans le jardin. Et il commence par faire la connaissance de Talia. Un gnome. Donc une femme à barbe.
naine. Très petite femme à barbe naine. Très petite femme. Qui en plus a un enfant, parce qu'elle a que 150 ans et que la majorité plus que ça, elle a 223 ans, un truc comme ça, 263 ans. Ah oui, et la majorité c'est est à 500 ans. Ouais. Exactement. Qui menace tout de suite de l'assommer avec sa pelle. Et de l'enterrer et de le tuer, grosso modo. Voilà. Donc là, Linus, il est en panique, il se dit vraiment que c'est sa dernière mission, qu'il a été envoyé là pour le faire disparaître de la surface de la planète, que personne n'irait le chercher parce qu'il n'a parlé à personne de où il était, vu qu'il n'avait pas le droit. Il se fait full des films. Et en plus, c'est bientôt la nuit, le soleil est en train de se coucher, et voilà. Et du coup, il rencontre plusieurs enfants. Ouais, toujours à la poursuite du chat. Il y a ensuite la vouivre. Non, il y a Phi d'abord. Ah oui, il y a Phi. Il fait la connaissance de Phi, qui est un esprit de la forêt. C'est quoi son pouvoir? Faire pousser des arbres, enfin, elle a une connexion avec les plantes, quoi. Ouais, avec la terre, avec exactement. Les éléments, tout ça. Et du coup, Talia demande de l'aide à Phi pour retrouver Calliope, qui est toujours portée disparue. Et il rencontre en même temps Théodore, ouais, la vouivre, qui commence à parler, mais en fait, Linus, il comprend rien à ce qu'il dit. Enfin, il grogne. Il grogne, il caquette, il machin, et tout le monde rigole. Et lui, il est en mode, mais je comprends rien. Il comprend rien à ce qui se passe. Et il lui donne un bouton. Oui, pour l'aider. Il lui donne un bouton pour l'aider, et du coup, la vouivre est super contente d'avoir ça. Exactement. Talia lui dit que en fait, s'il fait une offrande, la vouivre Théodore pourra l'aider à trouver son chat. Donc il lui donne un bouton qui traînait dans une de ses poches. Théodore est trop content, il se barre, et toujours pas de chat, quoi. Toujours pas de chat. Et en même temps, Talia, qui adore rassurer les gens, dit à Linus qu'il ferait mieux de se dépêcher pour retrouver son chat, parce que sinon Lucie va venir le manger. Parce que voilà, Lucie a des expériences un peu bizarres. Donc là, Linus est en panique. Et au final, Talia se dit je pense que je sais où elle est. Elle doit être avec Sal. Exactement. Et il la trouve avec Sal, du coup, qui est un petit garçon... Enfin, un grand garçon. Oui, c'est vrai, un jeune grand garçon. Un jeune grand garçon qui a l'air tout à fait normal comme ça de prime abord. Enfin, je veux dire, comparé à une vouivre, un gnome et un esprit de la forêt qui a du coup des ailes transparentes dans le dos. Sal, il a l'air, tout à fait normal. Sauf que quand Linus s'approche, il prend peur. Et du coup, paf, il disparaît. Et à la place apparaît... un loulou de Poméranie. Qui est une race de chien, pour ceux qui ne savaient pas comme moi. Du coup, Linus a récupéré son chat. Sal doit aller se calmer pour reprendre un peu ses esprits et se retransformer en petit grand garçon. Et Linus a tendance à s'inquiéter en se disant mais pourquoi est-ce que vous êtes tous tout seuls dans le jardin en faisant chacun votre vie, enfin je comprends pas. Et du coup Talia lui explique que Monsieur Parnassus, qui est le directeur de l'établissement, est avec Lucie pour éviter qu'il détruise concrètement la surface de la Terre. Ce qui est toujours un bon projet. Entre manger des chats et éradiquer la race humaine, c'est quand même... Il a beaucoup de travail aussi. Là, c'est la fin de la leçon. Lucie apparaît, descend, et je crois qu'il y a Chauncey qui vient aider aussi pour porter les bagages de Linus. Ouais, ça doit être par là, ouais. Voilà, Chauncey qui est... un espèce d'être globuleux qui est à la croisée entre un poulpe et... Une méduse. Une méduse, ouais, je crois. Et que voilà... Moi, j'imagine... Enfin, ils disent moi, j'imagine un petit truc rond, vert, avec des tentacules dans tous les sens. Exactement. et deux yeux sur des antennes. Ouais, comme un escargot, un mix entre une pieuvre, une limace et un escargot. Exactement. Mais qui est toujours de très bonne humeur. Qui est toujours très gentil et qui adore aider les autres. Voilà. Et dont le rêve... c'est de devenir groom. Exactement. On a fait la connaissance de ce personnage. Il y a Lucie qui descend. Et il provoque une espèce de nuit éternelle. Donc il plonge le monde... Enfin, on ne sait pas si c'est le monde, mais en tout cas l'île dans le noir, dans un noir complet. Et je sais plus, il commence à crier que... c'est le maître des ténèbres, le chaos qui va tous les détruire, qui va se répandre comme la peste à la surface du monde. Concrètement, il essaye de faire peur à Linus et ça marche très très bien. C'est ça, et il y a Arthur qui descend derrière en disant
Lucie, on en a déjà parlé. Tu ne peux pas éradiquer la race humaine, arrête. Et du coup, il y a tout qui part, et puis c'est Lucie sur un petit garçon, là, tout penaud, qui fait « j'ai trop envie !» Et il tape dans les cailloux. Enfin, vraiment, on imagine trop un gamin de 6 ans en mode « Non, mais s'il te plaît !» Qui est en train de bouder. Parce qu'il peut pas tuer des gens, c'est trop nul. T'es trop un rabat-joie, quoi. Bon, clairement, aucune surprise, mais moi, Lucie, c'est mon personnage. Moi aussi. Il est trop mignon, enfin, il est trop attachant, Il est lui. trop drôle, ouais, vraiment. Il fait trop rire. Bref, après cette rencontre très mouvementée, il me semble qu'il y a un repas avec tout le monde. Oui, voilà, il laisse Linus s'installer dans sa dépendance, déballer ses affaires, et ils lui disent on mange tous ensemble. Donc Linus, quand même, il capte qu'il n'y a pas de cuisine chez lui, du coup il se dit c'est bizarre. Et donc Arthur Parnassus, le directeur, lui dit c'est normal, on mange tous ensemble tout le temps, à tous les repas. Donc on viendra te chercher quand le repas est. Enfin, tu viens quand t'es prêt et on mange ensemble. Donc Linus, il se dit mince, moi j'aurais bien voulu rester chez moi tout seul, tranquille, dans ma petite maison. Et puis il faut savoir que Linus est très très attaché aux règles du règlement. Les règlements. Des règles du livre Les règlements. Le manuel du ministère de la jeunesse magique qui rappelle. Vraiment toutes les règles sur lesquelles il faut pas s'attacher aux enfants, il faut pas avoir des marques d'affection, il faut. Enfin, un truc un peu. Parce que vraiment, Linus, rigide, il a été choisi pour cette mission parce que ses rapports sont vraiment carrés, qu'il fait toujours bien comme il faut, exactement comme le ministère veut. Il a toujours sa petite routine pour faire ses examens dans le ministère, rédiger ses rapports. C'est un mec très carré, très droit, qui adore la routine, vraiment. Ah oui. Voilà. Extrêmement. Très très rigide. Donc il a son petit exemplaire, il en a un à son bureau, il en a un avec lui tout le temps, qu'il l'a apporté sur l'île et il le relit plusieurs fois pour être sûr de bien imprimer. Exactement. Et il y a ça, et aussi on sait et on voit que Linus il est surtout très attaché aux enfants. Et vraiment c'est leur bien-être qui est primordial pour lui, et c'est aussi pour ça qu'il a été choisi pour cette mission. C'est que mine de rien ça reste un homme qui est très bienveillant envers ses enfants, et qui ne va pas qui ne va pas juste être désagréable pour nuire aux enfants. Par contre, il ne se pose pas la question de ce qui se passe derrière. Ce qui se passe après. Après, ouais. Lui, il s'en cantonne à son rôle. Il dit ça doit rester ouvert, ça doit rester fermé, et c'est tout. Il ne se pose pas la question de ce qui se passe après, avant, enfin. Parce que comme il y a une hiérarchie au ministère de la jeunesse magique, en fait, à chaque fois, lui, il est vraiment au plus bas niveau. Et ensuite, à chaque fois, au niveau au-dessus, c'est classifié pour les niveaux du dessous. Enfin, on sait jamais ce qui se passe au-dessus, et du coup, lui, son rôle, c'est de faire des rapports. Et après, la décision qui est prise à la suite du rapport, lui, il en a pas connaissance, il sait pas ce qui se passe avec les enfants. Il sait juste que il y a d'autres endroits contrôlés par le ministère de la jeunesse magique où ils peuvent mettre les enfants quand l'orphelinat ferme, si jamais ça arrive. Mais exactement. voilà. Mais lui, il dit que oui, il adore les enfants et que il fait vraiment ça pour leur bien, et qu'il apprend toujours à. Enfin, il essaye toujours de creuser un petit peu quand ils font des bêtises, ce qui leur passe par la tête pour essayer d'en tirer toujours le meilleur, quoi. Et comprendre vraiment ce qui s'est passé, aller creuser, quoi. Ouais. C'est quand même un bon gars. Voilà. Non, il mais est fade, mais on l'aime bien. Voilà, mais quand même, le tableau, même si c'est un mec un peu random, monsieur tout le monde, enfin, dans l'histoire, en fait, on s'attache très très vite à lui. Enfin, vraiment, c'est pas un. Ouais, c'est pas un mec fade. Oui. Il est pas inintéressant. Du coup, en fait, on a vite de la sympathie pour lui. Exactement. Ça aussi, c'est vraiment bien écrit pour qu'on puisse se rendre compte qu'en fait, il a rien de particulier et qu'en même temps, bah, on l'aime bien, quoi. Et qu'on a envie de suivre son histoire. Du coup, bah, il arrive au repas, et en fait, il arrive en pleine préparation du repas, et il voit Mademoiselle Blanche-Chapelle avec Lucie, il y a de la musique, des musiques qu'il aime bien en plus, d'artistes morts. Oui. Mais nous en reparlerons après. En tout cas, voilà, d'artistes un peu. Du vieux rock. Du vieux rock années 50-60, quoi. Ouais. Donc voilà, des trucs qu'il aime bien et tout. Il voit qu'il y a une bonne ambiance, ça lui fait plaisir. Et puis il mange avec tous les enfants, et je crois que le repas il se fait sans particularité. Ouais, il est toujours terrorisé par Lucie. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est une catastrophe. Mais faut dire que Lucie l'aide pas beaucoup aussi. Exactement. Mais sinon, ouais, ça se Tu me diras, Talia non plus, qu'il menace
H24 des coups de pelle et de l'enterrer dans des trous. Vrai problème d'agressivité, cette petite gnome. Et puis en plus, il y a un petit truc un peu innocent, on dira, où Talia lui demande pourquoi il mange que de la salade. Et c'est vrai que Linus est précisé qu'il est un peu rond, donc il prend de la place, machin, donc il essaie de maigrir, donc il mange de la salade. Mais en vrai, il a très très envie de goûter aux patates grillées. Et Talia, elle est en mode, moi aussi je suis ronde, je suis un gnome. Vous pensez que je devrais manger que de la salade? Et il est en mode, non, mais non, il n'y a pas de souci et tout. Ouais, c'est ça revient souvent qu'elle dit qu'elle aime bien être ronde comme Linus, quoi. Ouais, voilà. Ça revient. En vrai, c'est assez mignon et c'est... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça jugeant ou dégradant, tu vois. C'est vraiment juste, il est rond, en il est fait, mignon, c'est vraiment des enfants qui parlent et c'est écrit à la manière dont les enfants pourraient parler dans la vraie vie, en fait. Enfin, ils sortent des choses improbables, enfin, ils disent des choses vraiment improbables, mais qui sont totalement innocentes, quoi. Enfin, ils disent les faits de manière crue. Et c'est souvent comme ça que les enfants parlent. Enfin, quand ils voient quelqu'un de gros, ils disent t'es gros, mais en fait, pour eux, c'est pas de la méchanceté, c'est juste un fait, quoi. Ouais, il y a pas forcément de jugement de valeur derrière, non, quoi. C'est ça, ouais. Et en ça, en fait, pour elle, c'est un point commun qu'elle a avec Linus et c'est trop cute. Enfin... Ouais, c'est déjà le début de quelque chose où en fait les enfants ils essayent à leur manière de connaître Linus, en fait, parce qu'ils savent qu'il va rester 4 semaines avec eux et que du coup Talia elle compare sa taille avec lui, ses rondeurs, et Lucie il essaye de lui faire peur. Voilà, et Chanty essaie de lui rendre service et de récupérer des pourboires en rangeant sa valise, en étant un parfait groom. Voilà. Et à chaque fois il tend son tentacule en mode ting ting. Pareil si la monnaie. Et on aurait tous fait pareil. Et Théodore il veut des boutons, c'est ça. Et Arthur, donc on rencontre aussi, enfin on avait un petit peu vu Arthur, mais là on apprend aussi à le découvrir. Et on sent qu'il est un peu touché sur le fait que Linus il ait filé un bouton à Théodore, qu'il essaie de parler aux enfants. On voit que Arthur ça lui fait quelque chose, quoi. Il est un peu sur la réserve au début. Enfin, après c'est vrai qu'il est très mystérieux, Arthur. On en apprend sur lui que très tard dans le livre. Et tu vois qu'il est bien sur la défensive, mais qu'en même temps il arrive vite à cerner les gens et qu'il sent que Linus ça a l'air d'être quelqu'un de bien, quoi. Ouais. Il a envie de croire au fait que ça va bien se passer et que... Puis on sent que vraiment Arthur, contrairement à d'autres directeurs d'établissements qui nous avaient été présentés au tout début du roman, il a vraiment envie d'aider ses enfants. Enfin, il les aime vraiment, il a vraiment envie d'être là pour eux. Et il essaie de faire le mieux qu'il peut. Et ça se confirmera quand même tout au long du livre, quoi. Cette impression de vouloir faire au mieux, ouais. Ouais, et de relations presque filiales, quoi, avec les enfants. Vu les spécimens, il vaut mieux bien s'entendre avec eux. Bon. Exactement. Parce que même si au début on nous parle beaucoup de Lucie en nous disant qu'il fait peur, tout ça, parce que c'est le fils de Satan, en vrai ils ont tous leur caractère quand même. Oui. Il faut tous arriver à les prendre de la bonne manière parce que... Alors il y en a certains qui sont plus dangereux que d'autres, mais oui. on retient quand même que Talia menace systématiquement de coups de pelle et Fille n'est pas spécialement dérangée par le concept. Oui, elle est d'accord avec Talia, elle lui dit écoute, si tu l'assommes, moi je t'aiderai à l'enterrer sous un arbre, grosso modo. Voilà, on fait un trou et moi je mettrai un arbre dessus, comme ça personne ne le retrouvera jamais. Personne ne saura qui ça. Vraiment, parfait. Voilà. Et après on a Sal qui en fait est un garçon qui est très peureux et qui ose même pas regarder Linus dans les yeux et lui parler pendant un certain moment. Ouais, pendant longtemps. Parce que il a il a assez peur, mais ça après on en saura plus tard pourquoi. Mais après une bonne nuit de sommeil, au matin duquel je crois Linus retrouve Chauncey sous son lit parce que Chauncey a été tellement éduqué dans l'idée qu'il était un monstre et qu'il devait faire peur aux gens que du coup il a tendance à se cacher sous le lit pour être un monstre de dessous le lit. Y a sa nature qui ressort un peu, quoi. Et du coup ça fait bien flipper Linus, mais après il voit tout de suite que Chauncey est très gentil et très mignon et que oui il lui a fait peur, mais que l'objectif c'était pas de lui faire du mal, c'est plus un truc d'éducation, quoi. Enfin on lui a tellement répété qu'il était méchant que du coup il a fini par le croire, quoi. Et on arrive aussi assez rapidement à la visite au cœur du sujet, quoi. Donc Linus va visiter les chambres des enfants,
Sauf la chambre de Sal, parce que Sal est tellement timide qu'il est terrifié à l'idée de lui montrer sa chambre. Après, il dit qu'il va, pendant son séjour, il va devoir visiter les chambres, mais après, il dit qu'il faut faire à mesure parce que il y a Sal qui est terrorisée, il y a Lucie, dont lui, il a peur, du coup, il a pas envie d'y aller. Et après, il y a le trésor de Théodore aussi qui est protégé. Qui est très protégé, ouais. Par Théodore. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, une vouivre, c'est un espèce de dragon avec 2 jambes, enfin deux pattes sur lesquelles il marche. Voilà. Donc il a des grandes ailes avec 2 petites jambes. Dans lesquelles comme il a les ailes qui ont grandi plus vite que les jambes, il se prend beaucoup les pattes dans les ailes. Donc il se casse souvent la gueule quand il essaie de marcher. Il a l'air quand même très très mignon. Il a l'air trop chou. Voilà, et après on a aussi, du coup, on assiste à quelques cours, donc il y a des cours de maths, des cours plus classiques, et des cours d'expression libre, avec notamment un passage qui, moi, m'a fait vraiment trop rire, c'est le passage de Lucifer. Si jamais tu vas le lire, Siloé. Ouais. Alors, du coup, il dit... Le feu et la cendre, mort et destruction. Moi, messager des calamités, je répandrai les maladies et les épidémies sur le monde. Le sang des innocents me nourrira et vous tomberez à genoux pour me vénérer car je suis votre Dieu. et vraiment, je visualise tellement le petit truc de 6 ans sur une chaise à dire le feu, la cendre. Ça m'a fait trop rire. Et surtout que ce qui est drôle, c'est que Monsieur Parnassus, il est tout le temps à les féliciter quand ils font des choses bien, enfin vraiment aller dans leur sens, les laisser exprimer leur créativité. Et donc vraiment, Linus est mort de peur après cette tirade de Lucie, et Monsieur Parnassus il lui répond c'est super, bravo Lucie, merci de nous exprimer ton sentiment. C'est éducation bienveillante positive. Ouais, non, c'est ça, il dit c'était vraiment une très belle histoire. Et Linus il est là en mode putain, je comprends pas ce qui se passe, genre. Oulala. Vraiment, mais très perturbé quoi. Et juste après il y a Sal aussi qui va lire un poème qui est très joli, au goût de Linus. Voilà, qu'il aime beaucoup, quelque chose de très poétique, qui parle à la fois du fait qu'il est très timide et qu'il a beaucoup de mal à laisser exprimer sa véritable personnalité, et que il est très fragile et que faut faire attention à lui. Et puis qu'on voit, on voit que ce qui a été écrit sur lui et jamais ce qu'il est réellement. Il se compare à une feuille de papier. Voilà. Et en fait, c'est un peu pareil avec les rapports, où les gens ne voient que ce qui est écrit dans les rapports du ministère de la magie, de la jeunesse magique, et jamais qui sont les enfants derrière. Moi, je trouvais que le poème il était un peu gros sabot. Ouais. Un peu obvious. Genre, c'est mignon, mais un peu... Enfin, après, tu me diras, c'est censé être un enfant qui l'a écrit, et dans ce sens-là, c'est très bien. Mais on dirait vraiment le genre de truc que j'aurais pu écrire, genre, au lycée, tu vois, genre... je suis une feuille, vous pouvez pas comprendre. Oui, ouais. Voilà, c'est un peu la même vibe. Ouais, je comprends. Mais après, il y a pas mal de trucs, moi, dans le livre, de petits passages où j'étais un peu en mode... Enfin, j'ai trouvé ça écrit bizarrement, quoi, tu vois. Ah, ouais, oui. Enfin, on en reparlera à la fin, mais moi, c'est plus à la fin où j'ai des passages où j'ai l'impression que c'est écrit de manière enfantine, tu vois. Et où j'ai un peu moins aimé. On en reparlera pour voir si c'est ce que moi j'ai beaucoup aimé, alors, parce que... Ouais. Moi, il y a des passages, justement, où... Mais c'était pas écrit de manière enfantine, je trouvais que le style était très beau. Où en fait, genre, j'avais l'impression vraiment que ça faisait... Enfin, je sais pas comment dire, mais... comme dans un Disney, quoi, tu vois. T'as l'impression d'être dans un Disney où en fait c'est un peu trop beau, trop rose, trop lisse, quoi. Ouais, tu vois, et c'est un on peu en reparlera. Ils jettent des fleurs, tu vois, il y a un arc-en-ciel. Et un peu, je vois des trucs comme ça, et moi j'étais là en mode oui, alors on peut l'écrire autrement, mais bon, pourquoi pas. On en reparlera à la fin, du coup. Mais non, ce poème il est chou. Après, il casse pas trop pattes à un canard. Non, mais c'est mignon. Et puis pour un garçon qui est très timide, en fait, il se lance et du coup, voilà. C'est sympa, quoi. Voilà. Moi, ça me rappelle un peu mais je sais pas si tu l'as vu, le cercle des poètes disparus. Si, oui, complètement. Au moment où le petit nouveau, là... c'est le moment de... t'as le nouveau prof qui leur dit, on va faire de l'expression, en gros, scénique, et du coup, vous allez chacun écrire un petit poème, après vous allez le réciter devant la classe, et t'as le petit nouveau qui est un peu perdu, c'est pas ce qu'il fout là,
il sait pas quoi écrire, et au final, il lui dit « Allez, t'y vas, tu te mets debout et tu nous fais une improvisation. » Et au final, au début, il est très mal à l'aise, et après, il finit par faire un truc Waouh, trop bien, et tout le monde est super fier de lui. Enfin, ça m'a fait un peu penser à ça. Ouais, c'est vrai, donc tu le dis, c'est un peu la vibe. Mais c'est un peu la vibe de tout le roman. Enfin, les enfants, ils ont quand même beaucoup de capacités, ils sont super touchants, et ils se découvrent dans des endroits où on ne les attendrait pas, parfois. Oui. Bah après, tu vois qu'ils ont très peu confiance en eux, et qu'en fait, vraiment, Arthur, il les pousse à exprimer leur vraie personnalité, quoi. Ouais, et à vraiment gagner en confiance. Par exemple, il dit jamais à Chauncey que être groom pour l'espèce de blob, ça peut être compliqué. Surtout dans un univers où, la magie est connue, mais la pas magie est forcément connue, très c'est bien compliqué. acceptée. Bah, par exemple, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que dans le village, on voit beaucoup d'affiches soyons vigilants ensemble, ou qui poussent en fait les gens des gens magiques, enfin les êtres magiques, à être recensés par le gouvernement. C'est pour ça que d'ailleurs le ministère de la jeunesse magique existe, et qu'ils ont des dossiers sur absolument tous les êtres magiques qui existent et qui tiennent des rapports sur eux, quoi. Les gens normaux, entre guillemets, qui n'ont pas de pouvoir, ne sont pas surveillés comme ça. Non, voilà. Et voilà. Après, on a des cours, enfin je sais pas si toi t'as des cours qui te paraissaient intéressants en plus. Non. Voilà, on arrive assez rapidement. Est-ce qu'on avait les dossiers des enfants avant ? Bah oui, je crois que c'est par là qu'en fait Linus commence à se dire qu'il faudrait qu'il lise le reste des dossiers quand même, pour en savoir un peu plus sur les autres enfants et sur le directeur. Voilà. Et donc on apprend que Talia, qui est donc le gnome, elle en fait elle est là parce que ses parents sont morts dans un incendie, que tout le monde a jugé criminel, mais que personne n'a jamais n'a jamais vraiment enquêté sur qui avait fait ça, et du coup elle s'est retrouvée à l'orphelinat. On apprend du coup que Chauncey il est là lui parce qu'en fait personne ne sait qui sont ses parents, on sait pas vraiment ce que c'est une créature très bizarre, et donc on l'a mis là dans le doute, on sait pas quoi faire de lui, on le fout là. Théodore Lavouivre, qui est un des derniers membres de son espèce, qui est une espèce aussi qui a été donc qui est intelligente, on le sait, on le voit parce que on voit bien que Théodore il fait des trucs que les autres arrivent à comprendre, et que tout le monde le trouve drôle, intelligent, et on voit bien dans son comportement que c'est pas c'est vraiment pas un animal, c'est vraiment un être vivant doué de conscience qui arrive à vraiment réfléchir. Ils ont des interactions entre eux, quoi. Enfin, vraiment, ils discutent. Et en fait, les vouivres ont été chassés pour leur peau pendant beaucoup de temps. Et du coup, il y en a très très peu, et il y a encore du braconnage de vouivres. Et c'est très mal. Voilà. Et après, on a qui ? On a Sal, donc qu'on apprend qui en fait s'est fait virer de plusieurs orphelinats. Il a fait beaucoup d'orphelinats. Et le dernier notamment, où en fait une cuisinière l'a frappé. Et du coup, pour se défendre, comme il a eu peur, il l'a mordu. Et en fait, la cuisinière est devenue elle-même un chien. voilà. Après ça. Donc on a compris qu'en fait, sa morsure était transmissible. Elle est contagieuse. C'est un loulou de Poméranie-Garou. Voilà. et donc, du coup, pour protéger les gens, on l'a mis ici. Et c'est là qu'on comprend en fait que Sal est timide et qu'il a très peur, parce qu'en fait il s'en veut beaucoup, et qu'il l'a pas fait exprès, et qu'en fait il voulait vraiment juste se défendre, et du coup il a très très peur de remordre quelqu'un et de le retransformer en chien. Oui, il s'en veut beaucoup, il est très... Il est vraiment très traumatisé de ses expériences passées dans les autres orphelinats. Donc après on a Phi, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, les esprits de la forêt, ou les esprits de l'île, de la mer, de machin, les esprits de la nature grosso modo, ils sont très territoriaux, on ne peut pas pénétrer leur territoire sans que eux le sachent, et sans être invités. Ils peuvent vous tuer grosso modo. Et en fait il y a des gens qui sont venus quand elle était petite dans sa forêt, qui ont tué ses parents sous ses yeux, et elle, pour se défendre et parce qu'ils allaient pour la tuer, elle les a changés en arbres. Donc elle a été amenée là parce qu'elle a été jugée dangereuse. Voilà. Alors que, rappelons qu'elle était toute petite, et
on est rarement ravis de voir des gens qui viennent vous tuer et tuer ses parents. Hein. Clairement. Appelez-moi pour d'autres évidences. Voilà. Et le dernier, du coup, c'est Lucie qui est là purement et simplement parce que c'est le fils de Satan. Voilà. Tout simplement. Il savait pas où le mettre ailleurs, du coup. Et qui fait flipper tout le monde. Voilà. Et le dernier, c'est Arthur Parnassus. Il y a un dossier sur lui. Qui est pas très complet. Ouais, on voit qu'il y a plein de trucs qui ont été censurés. Voilà. Et pour le moment, on n'a aucune info sur lui, quoi. On sait juste que c'est un monsieur qui a 45 ans. Ouais. Et qui est là pour s'occuper des enfants. Ouais, voilà. Enfin voilà, très, très mystérieux, quoi. Et on se rend vite compte qu'il n'y a pas de... Enfin, Linus aussi se rend compte qu'il n'y a pas de dossier sur Miss Blanche-Appel. Voilà. Je cherchais son prénom, justement. Je me souviens plus comment elle s'appelle. J'ai envie d'appeler Blanche, mais Zoé. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et oui, du coup, il se rend compte qu'il n'y a pas de dossier sur Zoé, Blanche-Appel. Et en fait, en consultant le dossier de Phi, il comprend que Zoé est, elle, un esprit de l'île, enfin, est l'esprit de l'île de Marcia, donc sur laquelle repose la maison. Et du coup, il en discute avec elle et il comprend que elle n'est pas recensée a priori au ministère de la Jeunesse magique. Elle n'est pas recensée et puis surtout il saisit bien qu'il est là selon son bon vouloir. C'est-à-dire que si elle veut plus de lui sur l'île, soit il se barre, soit il meurt. Grosso modo, c'est ses options. Elle lui a fait une fleur, quoi, en l'invitant. Mais que sans l'autorisation de Zoé, Arthur il peut faire ce qu'il veut, il n'y a personne qui peut venir sur l'île. Hein. Donc voilà. Mais elle est très présente pour les enfants et il se rend bien compte que finalement elle aide beaucoup Phi aussi à prendre contrôle de ses pouvoirs, à s'accepter et à gérer tout ça. Elle s'occupe aussi de la cuisine. Elle a une vraie relation aussi avec les enfants. Elle est pas... elle est impliquée, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, on n'avait pas précisé, mais Linus arrive, je crois, un vendredi ou un samedi. Et du coup, en fait, il va rester 4 semaines, donc de samedi à samedi, en écrivant un rapport par semaine, décrivant en détail tout ce qui se passe dans l'orphelinat, qu'il va envoyer par courrier au MGM. Et du coup, c'est à peu près à ce moment-là qu'on a le premier rapport qui dit... en fait, c'est vraiment... ce premier rapport, c'est un coup de gueule, quoi, envers le MGM. Linus, il décrit un peu toutes les personnes qu'il y a, et puis il râle et il dit... de manière assez obvious, mais en étant toujours à une distance respectable de ses supérieurs, il leur dit, en gros... y a un esprit de l'île, vous m'aviez même pas dit qu'elle était là, j'ai pas de dossier sur elle, apparemment elle est pas recensée, c'est quoi ce bordel? C'est ça, Linus, Arthur, vous m'avez filé un dossier, il est archi incomplet, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Il va falloir me donner un peu plus de détails, ensuite vous m'aviez pas prévenu, il y a l'antéchrist sur l'île. Super, j'aurais aimé le savoir avant d'arriver. Voilà. Enfin, vraiment, il décrit ce qui se passe et un peu tous les paragraphes ou toutes les 2 phrases, il envoie un tir. Il envoie un tir au MGM en disant c'est quoi ce bordel, vous avez fait n'importe quoi. Mais quelle catastrophe. Voilà. Et donc, le samedi, il va avec Zoé sur la Terre pour lui poster son rapport, elle faire quelques courses. Et elle le regarde d'un air un peu mystérieux. Elle lui dit il va falloir que je fasse quelques emplettes pour vous. Elle le regarde intensément et elle se barre et lui il est en mode mais qu'est-ce qui m'attend? À quelle sauce je vais être mangée? Mais déjà là, à la fin de la première semaine, on commence à voir que Linus il commence à bien aimer les enfants. Ouais. Enfin, il discute aussi pas mal avec Arthur qui lui dit n'oublie pas, parce qu'au début comme il est très terrifié de Lucie, il fait que parler de l'antéchrist et Arthur lui dit on n'utilise pas ce terme là, c'est pas ok avec nous, avec nos principes. Et vraiment, ils discutent pas mal et il se remet bien en tête que c'est que des enfants et qu'en fait, il est vraiment là pour leur bien. Et en fait, il commence déjà à s'attacher à eux, à lier quelque chose avec eux, quoi. Oui, complètement. Et les enfants l'incluent d'ailleurs dans leurs activités. Il va voir le soir, quand les enfants, en fait, le soir,
de 17 à 18, ils ont un temps libre où ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur l'île. Donc ça, Linus, ça l'horrifie un peu parce qu'ils ne sont pas sous la surveillance des adultes, voilà. c'est scandaleux. Mais du coup, en fait, il va voir ce qu'ils font, il fait du jardinage, il fait du truc. Enfin, il traficote. Ouais, il va voir un petit peu, enfin, il porte son rôle vraiment à cœur. Et surtout que quand il va rendre son rapport à la poste, il croise le postier qui lui glisse un petit mot en lui disant je sais pas comment vous faites pour aller sur cette île, ils sont tous bizarres, oh là là, voilà. Ils sont dangereux, faites attention à vous. Et là, Linus, il remet un peu les pendules à l'heure, il lui dit par contre parlez bien parce que c'est des enfants, enfin faut pas l'oublier, ils font, enfin pour l'instant en tout cas ils font de mal à personne. Ils sont loin sur une île, enfin... Et puis Linus, il a le nez creux quand même, et il se dit pour que personne n'ait entendu parler de ça, c'est sûr que les habitants, ils sont payés par le ministère de la Jeunesse Magique. Ouais. Donc clairement, on vous paie pour que vous fermiez votre gueule, bah fermez-la du coup, hein. Ouais, voilà. Enfin vraiment, on sent que Linus, ça l'énerve. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, il y a une altercation entre Merle et Linus, ou je sais plus ce que dit Merle, mais à un moment, Linus est en mode ouais, fermez-la. Et Zoé, elle commence à bien aimer Linus, à dire ah quand même, il nous considère pas que comme des gens étranges, dangereux, etc. Parce que c'est vrai qu'ils ont vu déjà passer dans l'orphelinat plusieurs représentants du ministère de la Jeunesse Magique et que du coup ils se méfient un peu de Linus au début quand même parce que bah aussi s'il écrit un mauvais rapport, ils peuvent faire fermer l'établissement. Donc ils sont gentils avec lui parce qu'il faut l'accueillir, mais ils se méfient quand même. Mais bon, après, déjà au bout d'une semaine, ils commencent à bien l'aimer. Oui. Il commence à se dire qu'en fait, ça va, il a l'air très sympa. Il a l'air très sympa. Et là, il rentre sur l'île. Et que se passe-t-il le deuxième samedi du mois ? Et le deuxième samedi du mois, c'est le jour de la grande aventure. Ils partent en exploration. Et donc, ce que Zoé a acheté à Linus, c'est une tenue d'explorateur. Absolument ridicule. Mais avec un short Linus arrive beige. Un short beige, une chemise à manches courtes beige. Et un chapeau d'explorateur beige. Voilà. Et il faut s'imaginer la description de Linus qui est un peu rondouillard. Déjà qui regarde la tenue et qui dit « Mais jamais je rentre dedans !» Mais déjà, quand il rentre chez lui et qu'il a son petit sac avec la tenue, il la regarde, il fait « Ah non, mais hors de question !» Et puis il repasse plusieurs fois devant et ça le titille quand même. Il se dit « Je sais pas pourquoi, j'ai quand même envie de l'essayer, tu vois !» Il se dit « De toute façon, ça marchera pas, je pourrais pas rentrer dedans, comme ça les vexera pas et tout. » Puis je dois porter ma cravate quand même. Ouais. Et donc du coup, il l'essaie et manque de peau, ça lui va nickel chrome. Et c'est à ce moment-là qu'il y a... quelqu'un qui toque à la porte et en fait quand il ouvre il y a tous les enfants qui sont devant chez lui sur le perron habillés exactement comme lui avec Arthur Parnassus derrière habillé exactement pareil et Lucie qui a un chapeau de commandant parce que c'est le chef de l'expédition et là il se dit on est dans la merde. Si Lucie est le chef de l'expédition et il commence à dire donc Lucie veut absolument trouver le trésor de l'île, donc ils partent en expédition pour aller chercher ce trésor, mais attention parce qu'il y a des cannibales sur l'île. Exactement, donc il faut faire très attention aux cannibales et aux serpents mangeurs d'hommes. Et en même temps Lucie il serait pas contre le fait que tout le monde meure pour que lui puisse récupérer le trésor tranquillement quoi. Voilà, il ne se cache pas d'exprimer cette opinion. Donc bon, Linus y va. Il a toujours aussi peur de Lucie, mais il se dit bon, je sais quand même qu'il n'y a pas des cannibales et j'espère en tout cas que Arthur enverrait pas les enfants en mission s'il y avait le moindre danger, quoi. Voilà. Donc il se dit, en fait, vraiment, il commence à comprendre que le plus gros danger de l'île, c'est Lucie et que à la fois, c'est pas tant un danger, quoi. Enfin, oui. Il commence un petit peu à le cerner et à voir qu'il balance des menaces en l'air sans vraiment les mettre à exécution, quoi. Exactement. Ouais, du coup, l'expédition se passe. Voilà. Et Arthur fait une petite farce à Linus et au final ils arrivent dans une maison tout au bout de l'île qui est très jolie, faite de fleurs, de plantes, avec de la terre au sol et en fait ils se rendent compte que c'est la maison de Zoé. Qui est magnifique, ouais. Et le seul truc qui est un peu intéressant sur l'expédition, on va vous passer les détails, mais c'est que en fait Arthur fait croire qu'il a été enlevé. Et les enfants, eux, ils y croient vraiment. Ce sont des enfants, donc quand on joue, on a beau savoir que c'est un peu pas vrai, mais en même temps, pourquoi pas un peu vrai et tout. Et Lucie accepte de sacrifier son trésor en échange de récupérer Arthur. Ce qui montre quand même à Linus que Lucie, il a un bon fond dans... Enfin, ça reste...
ça reste un petit garçon qui préfère récupérer sa figure paternelle plutôt que avoir un trésor, même s'il a un peu le seum de pas avoir le trésor. Il aurait bien aimé avoir les deux. Voilà. Et aussi Linus se prête vachement au jeu et du coup Arthur et Zoé trouvent ça très cool et ils commencent à voir que ils s'habituent aux enfants et qu'ils commencent vraiment à lier un lien avec eux, quoi. Ouais, non, il y a vraiment de vraies relations qui se créent entre eux, c'est assez profond. Enfin, on sent que les relations avec les enfants, elles sont assez profondes. Et je crois que c'est la première fois parce que comme Talia a très peur, elle je sais plus si elle lui prend la main à ce moment-là elle lui attrape la jambe. Elle se réfugie entre ses jambes et du coup là même Linus il commence à capter qu'il se passe quelque chose parce que pour que Talia qui le menaçait de le tuer à coups de pelle une semaine plus tôt finisse par se réfugier auprès de lui quand elle a peur, il se dit que les enfants commencent aussi eux à s'habituer à lui. Oui, on voit que vraiment il y a quelque chose qui se passe. Et puis aussi, c'est la première fois que les enfants vont dans la maison de Zoé. Et donc, Linus, il se sent quand même assez honoré que il puisse être là, quoi. Les enfants sont trop contents. Il y a même un moment fille qui sort avec Zoé et qui fait pousser une fleur parce qu'il dit qu'il aime trop les tournesols, qu'il en a chez lui. Et elle fait pousser une fleur jaune. Alors, pas un tournesol parce qu'elle a dit qu'il survivrait pas ici, que ça demande trop d'attention. Et qu'elle l'appelle Linus parce qu'elle est fragile, qu'elle demande de l'attention. Voilà, non, en vrai c'est trop. Et du coup à ce moment-là il lui dit que c'est super ce qu'elle fait, qu'elle est vraiment extraordinaire et il le pense vraiment, il est vraiment en mode waouh, il y avait rien, maintenant il y a une fleur. Enfin c'est incroyable, quoi. Voilà. Et aussi depuis qu'il arrive sur l'île, Linus je sais pas pourquoi il a ce truc dans sa tête qu'il se passe un truc entre Arthur et Zoé. Et du coup il dit c'est la première fois que les enfants viennent ici. Elle dit oui et il lui dit par contre Arthur c'est pas la première fois qu'il vient ici, non? Et elle dit oui effectivement, et en fait il se met dans la tête qu'il y a une relation entre Arthur et Zoé. Exactement, little did he know. Ouais. et c'est aussi par là qu'en fait il commence à dire que quand Arthur lui parle, qu'il le regarde, Linux il commence à, je sais pas, des fois il rougit, puis des fois il bégaye un peu, il sait plus trop quoi dire, il sent qu'il a le cœur qui palpite un petit peu quand c'est Arthur à côté de lui. Ouais, et surtout là que le vendredi il a été invité à la leçon spéciale de Lucie, et du coup il se rend compte que c'est un peu des leçons de philo, de le bien le mal, de Kant machin, et en fait il a eu une relation un peu enflammée avec Arthur sur quel philosophe, voilà un peu ce genre de relation où on n'est pas d'accord avec beaucoup d'éloquence parce que finalement on se rapproche, enfin ouais c'est ça le truc, c'est pas ils ont un sujet en fait lui il se découvre des points communs avec Lucie à ce moment-là, il se découvre aussi des points communs avec Arthur, et en fait ils ont vraiment un débat mais bienveillant, en fait ils discutent pendant plusieurs heures c'est ça. Quoi, Kant, mais tu préférerais pas lui faire lire du Schopenhauer? Enfin Linus, du Schopenhauer. Ouais c'est un peu ça, c'est très drôle. C'est un peu drôle, c'est un peu, c'est assez mignon. Et en fait moi au début Linus, surtout que quand sa voisine lui parlait de son petit-fils qui était homosexuel et qu'elle voulait les mettre ensemble et tout, Linus était en mode laisse-moi tranquille, arrête de me parler de choses comme ça, moi je suis bien avec mon chat, tout va bien. En fait on a l'impression que c'est un personnage asexué, tu vois, moi aussi je suis intéressé ni par les femmes ni par les hommes, et qu'il est bien tout seul, avec son chat, et qu'il est très heureux comme ça. Ce n'est pas une relation amoureuse qu'on s'entend. Non. Non, tout à fait, en tant qu'animal domestique et son être. Voilà, et son esclave plutôt, soyons honnêtes avec les chats, voilà. C'est plutôt ça. Mais on voit qu'il est très bien comme ça, et on se dit c'est ok, tu vois. Oui. Et en fait, au fur et à mesure qu'il parle avec Arthur et qu'il le voit et tout ça, on commence à comprendre qu'en fait, Linus, il aime bien les garçons. Et Arthur en particulier. Voilà, bon, ensuite on a l'histoire qui avance un petit peu, et il continue, voilà, il n'y a pas d'événement trop notable. Par contre, il s'était dit, vu que les gens de la ville, ils ont pas l'air très très copains avec les enfants, ce que je propose, c'est qu'ils viennent en ville, parce qu'ils peuvent pas rester seuls dans leur île, et c'est vraiment trop dommage, parce que du coup, les gens de la ville ne sont pas en lien avec eux.
Du coup, ils voient pas qu'en fait, c'est pas C'est vraiment juste des des monstres, enfants, c'est ouais. juste des enfants, ouais. Et en plus, eux, ça les prépare pas à la réalité. Et Arthur, c'est vrai qu'il admet qu'il a très peur pour ses enfants, parce que y a encore des chasseurs de vouivres, il y a encore... il y a des gens qui sont très, très mauvais, et il a très peur pour les enfants, mais il se dit que quand même, c'est vrai qu'il peut pas les laisser dans une cloche de verre, et qu'il va falloir les confronter au monde extérieur. Et donc c'est un projet de Linus, et Arthur dit qu'il va y réfléchir. Après, il y a les jours qui se passent sans trop de particularités. On va vous épargner les détails. Et on apprend juste que pour le 3e samedi du mois, c'est pique-nique. Et donc là, c'est le tour de Chauncey qui doit choisir le repas. Et Zoé dit à Linus que Chauncey, son péché mignon, c'est le poisson cru. Donc Linus, il est un peu en mode « Gloops, j'ai pas hâte !» Aïe aïe aïe. Et voilà. après, on n'a pas de détails du pique-nique, mais juste le lendemain, on a Linus qui écrit son troisième rapport, et qui dit que... Son deuxième rapport. Son deuxième rapport. Donc le lendemain, il y a Linus qui écrit son deuxième rapport. Non, parce que du coup, c'est le deuxième samedi, du coup, il a déjà envoyé son deuxième rapport. En fait, il écrit les rapports, tu sais, à chaque fois, on a le début du rapport de début de semaine, tu vois, du dimanche, lundi. Et après, on n'a pas la suite du rapport, parce que c'est juste qu'il envoie. Mais bon, bref, donc le lendemain, Linus se réveille, et en fait, on sait juste que... qu'il a pas bien passé une bonne nuit, parce qu'il a pas très bien digéré le poisson cru. Exactement. Voilà. Et je crois que c'est à ce moment-là, justement, maintenant que tu en parles, ça me fait tilt, c'est à ce moment-là, il est en train d'écrire le rapport, quand il y a Arthur qui toque. Arthur qui toque à sa porte. Donc c'est le soir, il est en pyjama chez lui, et il est tout rougissant de voir le pyjama un petit peu... le short pyjama d'Arthur. Qui vient pour lui apporter un petit cadeau. Voilà. Et donc en fait, le petit cadeau, c'est un tourne-disque de voyage, on va dire, portatif. Qu'ils ont trouvé, que Lucie a trouvé au grenier en fouillant un peu les affaires qui étaient restées là depuis longtemps, et qu'il a décidé de remettre à neuf et d'offrir à Linus, parce que pour leur passion commune de la musique. Et du coup, on voit que l'enfant qui est le plus turbulent entre guillemets de la maison commence à vraiment bien s'attacher à Linus, au point de lui faire un cadeau. Ouais. Et c'est trop mignon, quoi. Il lui offre un tourne-disque parce que vraiment ils aiment les mêmes artistes, et que ce que Lucie décrit comme des artistes morts. C'est sa passion, les artistes morts. En fait, quand il visite sa chambre avec le cours là, donc il voit les vinyles accrochés au mur, et donc Linus il reconnaît beaucoup de vinyles que lui-même il possède chez lui. Et Lucie lui dit on a un point commun, on adore la musique et les gens morts, la musique des gens morts. Et Linus il lui dit oui, effectivement. C'est une manière de voir les choses. Ça comme ça. Mais c'est trop cute, et surtout que Linus il s'attendait à une chambre effroyable. Il avait très très peur avec plein de cadavres et tout, mais en fait non, il y a juste... En vrai, c'est un petit placard. En fait, il dort dans le dressing de la chambre de Arthur. Ouais. Parce que... Et enfin, on va comprendre vite pourquoi. Et il a juste décoré avec son petit lit, son petit bureau et ses vinyles au mur, et tu vois que c'est vraiment son petit sanctuaire, et il adore sa chambre, et c'est aussi là un gros déclic entre Linus et Lucie, et Lucie, où en fait vraiment ils commencent bien à s'attacher l'un à l'autre, quoi. Et donc Lucie lui offre le tourne-disque, donc Linus est hyper content, il est super touché. Et donc il commence à mettre un vinyle qui en fait était que Lucie a donné en plus à Artus de la bonne taille. Artus. Remix. Voilà, on a trouvé le petit surnom. Donc Linus met un disque qui a été offert en plus par Lucie, qui est un mix de plusieurs musiques qu'ils aiment bien tous les deux. Ouais, qui sont des musiques un peu... de rock des années... Un peu chill, mais un peu rock de lover des années 60, exactement, quoi. Ouais. Et du coup, il met ça, et puis là, je sais pas, il commence à se toucher la main avec Arthur, et... ça fait des étincelles. Vraiment, il se regarde dans les yeux, et genre, Linus, il est un peu en mode « Oh là là !» J'ai chaud d'un coup. Il se passe quelque chose. Mais voilà, et donc bon, au final,
Arthur lui propose de danser, et Linus il lui dit je sais pas danser. Enfin voilà, et bon, au final Arthur part. Oui. Et en fait c'est à ce moment-là qu'il y a un truc moi qui m'a fait tilt aussi, c'est que quand il part, il voit Linus voit par sa fenêtre un éclair orange. Oui, c'est vrai. Moi je croyais que c'était Lucie du coup. Et ben moi j'ai eu un doute et je me suis dit soit c'est Lucie, soit on nous a parlé d'un truc quelques chapitres avant et j'étais là en mode ça me met la puce au nez. La puce au nez. Je suis fatiguée. C'est la garde ça. J'ai dormi 5 heures cette nuit, ok. Mais 5 heures cette nuit, entre 8h et 14h, quoi. Oui, 5 heures ce matin, parce que t'as passé la nuit à l'hôpital. Voilà. Bon, bref. Donc ça m'a mis de la puce à l'oreille, parce qu'en fait... Quelques chapitres avant, ils disent quoi ? Quelques chapitres avant, Arthur parle un peu de sa vie, et il dit que dans sa vie, il a rencontré un phénix, et qu'il a eu quelques problèmes par son passé, mais qu'il est très content de voir la personne qu'il était devenu. Et donc voilà. Et donc moi quand je vois cet éclair orange, je me dis soit c'est Lucie, soit il y a un anguille sous roche avec cette histoire de phénix. mais moi j'étais tellement aveugle, j'étais en mode ah ouais, il a un pote phénix, ok, move on. Un éclair orange, bah que fabrique donc Lucie? Moving on. C'est vrai que ouais, j'ai un peu, enfin, je me suis dit c'est soit l'un soit l'autre, tu vois. T'es plus subtil que moi. Bah je pense que c'est aussi par rapport à Il était une fois un cœur brisé où il y a des indices H24 où bah comme je l'ai lu 2 fois, du coup je commence à sur ce genre d'histoire un peu fantastique fantasy, je commence à faire des rapprochements. Ouais, bah j'en parlerai sur mon avis, mais moi c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et du coup je cherchais d'autres trucs. Et on en parlera sur mon avis. Ok. Mais bon voilà. Donc, et après le soir même de ce qui se passe là de ce. Ouais c'est ça, c'est le soir même. C'est le soir même. Il y a un incident. Linus se réveille au milieu de la nuit et alors qu'il a un sommeil quand même très lourd et il comprend pas trop ce qui se passe, il a un sentiment un peu bizarre. Il trouve que la pièce elle est vachement petite et que le plafond il est vachement proche. Très proche de lui. Et du coup il se dit bah mince, qu'est-ce qui se passe, la maison rétrécit, et donc il entend Calliope miauler et il la regarde et en fait il voit qu'elle est au sol et que lui par contre n'y est plus. Donc il a très peur, vous imaginez. Il court et en fait là aussi moi je trouve que ça montre des choses sur le personnage de Linus, c'est-à-dire qu'il descend, il sort son chat de la maison, il court et il va chercher les enfants en mode oh là là il se passe un truc, vite sauvons les enfants, qui retrouvent tous dans le living room. Et en fait il comprend assez vite que c'est Lucie et qu'il y a un problème avec Lucie. Ouais, que Lucie fait un cauchemar et que les autres ont l'habitude et que c'était devenu moins fréquent, mais qu'il fait pas exprès de monter et de lever, de bouger les meubles et tout, mais... Et du coup là les enfants sont assez paniqués, pas par ce qui est en train de se passer, mais plus par le fait que Linus est en train de constater que Lucie fait des cauchemars qui sont assez violents, dans le sens où il déplace quand même tous les meubles de la maison, tout est en train de flotter. Et en fait, ils ont très peur que Linus pense que Lucie peut leur faire du mal. Et du coup, ils essayent de le rassurer, entre guillemets, en lui disant on sait qu'il va jamais nous faire de mal, il nous a jamais fait de mal. Ça lui arrive de temps en temps, beaucoup moins qu'avant, mais quand ça arrive, juste on se rassemble tous ensemble et on attend que ça passe. Mais vraiment, Linus, t'inquiète pas, il nous fera jamais de mal, il nous l'a toujours dit et on le croit à 100%, quoi. Ouais. Et du coup, là, Linus laisse les enfants avec Zoé et Blanche-Appel et il monte dans la chambre de Arthur pour retrouver Lucie, pour l'aider à le calmer. Et je trouve que c'est un passage, là, quand tu passes dans les escaliers, que tout se rétrécit, tout devient noir, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Et en fait, Linus, il est super courageux à ce moment-là. Ouais, il a plus peur du tout. Il a plus peur et il veut vraiment aller aider cet enfant et aider les autres aussi par la même occasion, quoi. Et là, il y a une image un peu... terrifiante. Un peu terrifiante, ouais, quand même. On retrouve Lucie, la bouche ouverte, les yeux exorbités, la tête en arrière, flottant un peu dans les airs. Ouais, un peu vibe, pour ceux qui ont vu Stranger Things, moi ça m'a fait penser à quand il flotte là, avec dans la dernière saison, un peu... Exactement, j'avais la même image en tête, ouais. Et voilà, et du coup on retrouve Arthur à côté qui lui suit sur des mots doux, ça va, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Et qui lui dit reviens-moi, retrouve-moi, ouais. etc.
Et donc Lucie se réveille et en fait il fond en larmes et il dit à Arthur j'ai eu tellement peur parce que je t'ai perdu, je te retrouvais plus et j'avais des araignées dans la tête. Bon, ouais, il y a ce truc souvent qui revient de j'avais des araignées dans la tête qui est en fait une image disant que c'est ces idées noires qui le bouffent quoi. Ouais, qui sont pas les idées noires de psychiatrie, qui sont les idées de mort des autres. Des idées que peuvent avoir l'antéchrist, par exemple. Voilà. Et parce qu'on comprend quand même que probablement que Lucie, il a vécu en enfer pendant quelques temps, et que du coup, il a vu des choses qu'aucun enfant, enfin qu'aucun être humain, mais en particulier aucun enfant n'aurait dû voir, et que c'est ça aussi qui le hante. Et finalement, il y a Linus et Arthur qui sont très rassurés, très heureux de voir Lucie qui va bien, et en fait, c'est là que cours, ouais, tu te rends vraiment compte que Arthur il a vraiment un rôle de père à ce moment-là, plus que de simple directeur d'orphelinat, parce que vraiment Lucie était pas paniquée parce qu'il était en train de se perdre dans son cauchemar, mais plus parce qu'en fait il trouvait plus Arthur et qu'il avait peur de l'avoir perdu quoi. Ouais. Donc à ce moment-là Arthur dit tu vois il y a Linus aussi à côté, il est là, et du coup Lucie il est super content de le voir et voilà, c'est trop mignon quoi. Ouais, c'est trop mignon. Et en plus, c'est un peu. Il y a un petit truc qui brise le cœur parce qu'en fait, Lucie, dans son cauchemar, il a cassé tous ses vinyles. Ouais. Et il y a un truc de. Horrible. Ces vinyles chéris, les trucs qu'il adore le plus au monde, et il a tout cassé, il est tout désolé, il est tout triste. Et donc Linus essaye de le rassurer en lui disant que en les recollant, on pourra les remettre au mur. Et il lui dit oui, mais j'ai aussi cassé ceux que j'écoutais, et du coup ceux qui sont au mur c'est pas grave, on les recollera parce que de toute façon ils étaient rayés, ils ne marchaient plus, mais ceux que j'écoutais en fait ils sont complètement cassés et ça le rendait super triste. Et du coup c'est là que Arthur accepte dit la sortie en ville. Ouais, il leur dit ça tombe bien parce que demain on va aller en ville t'acheter des nouveaux vinyles. Voilà, donc expédition pour tout le monde, et tout le monde est trop content. Et ils se répartissent en petits groupes. Parce et donc Linus se retrouve avec Talia. Lucie et Talia. Le duo de choc. Le duo de choc, exactement. Lucie, parce que la justification, c'est pour aller choisir les vinyles avec lui. Voilà. Et Talia, juste comme ça. Juste comme ça. Et du coup, c'est là où Linus se dit bon, on va essayer de rester groupés à 9. Ouais, où Linus dit on va essayer de rester groupés tous ensemble un maximum de temps parce que je les aime bien, mais j'avais pas trop envie de me retrouver entre Lucie et Talia. Et j'ai la trouille. Et sauf qu'au bout de 3 minutes ils se séparent, et Lucie, pour faire un peu peur à Linus parce qu'il adore le taquiner, lui dit un truc du genre moi mon but c'est de t'isoler du groupe pour te tuer, et Talia lui dit ça tombe bien, non c'est nul parce que j'ai pas pris ma pelle oui. pour t'assommer en gros. Et ils disent mais sinon on peut aller dans un cimetière pour déterrer des cadavres. Voilà, exactement. Et là on a une scène aussi qui est très touchante où il y a Talia qui tombe sur un magasin de jardinerie, et la vendeuse elle a l'air au début un peu paniquée de voir une gnome et ce qu'elle sait être Lucie. Et puis ensuite, en fait, à force de parler avec Talia, de se rendre compte qu'elles ont vraiment des centres d'intérêt communs et tout. Parce qu'en fait, Talia voit sur l'étagère le dernier outil en vogue d'après elle, d'après les magazines. Le magazine qu'elle lit. Le magazine qu'elle lit de jardinage. Et du coup, elle en discute avec la vendeuse, elle est hyper emballée, elle dit oui, alors moi, mon jardin, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et en fait, la vendeuse, elle se dit il a l'air super bien son jardin. Il a l'air super chouette, puis finalement elle est trop mignonne. Moi, ce qui m'a fait trop rire aussi, c'est Talia qui dit non, mais cette binette, c'est la meilleure selon Jardin et Maison, le dernier numéro de mai. Et l'autre qui dit oh, ma pauvre enfant, Jardin et Maison, mais plus personne ne lit ça. Tout bon jardinier sait qu'on doit lire Maison des Jardins. C'est comme ça. T'as l'impression que t'as 50 magazines de jardinage qui ont tous à peu près le même nom. Exactement. Mais en fait, vraiment... Et en vrai, c'est super drôle, elle la conseille bien. Talia, elle est trop contente. Et Linus, du coup, décide de lui acheter ses outils. Et ça, vraiment, dans règles et règlements, c'est forbidden. Hein. Ouais. Ça ne va pas du tout. Mais voilà, il fait ce petit geste parce que elle a plein de trucs qu'elle veut acheter, mais elle a pas assez d'argent. Et du coup, à ce moment-là, Lucie, il dit let's go, maintenant on va aller au magasin de vinyle, et Linus, tu vas m'acheter mes vinyles, parce que sinon ce serait pas très sympa quand même d'en acheter à Talia et pas à moi. Ça serait du favoritisme.
Mais bon, du coup, ils arrivent dans cette boutique de vinyle et ils tombent sur un mec qui est complètement défoncé. Ah ouais, je sais plus comment il s'appelle, genre un truc qui ressemble à Chichon. A-chiche, il s'appelle. Ouais, exactement. Voilà, ce qui laisse un peu présager de l'ambiance du gars. Voilà. Qui est en mode waouh, t'es l'antéchrist. Oh, Trop stylé. c'est trop un truc de dingue, mec. Et du coup, vraiment, Lucie, il joue un peu en disant moi, mon rêve, c'est de décimer toute l'humanité. Et lui, il est en mode waouh, mec, trop stylé. Mais il faut vraiment follow ses dreads. Enfin, follow ton dread. Je vais y arriver. Non, mais il faut vraiment suivre ses rêves, mon poteau. Moi, mon père, il m'a dit que je devais être avocat. Et en fait, là, je vends des vinyles et c'est vachement beau de vendre de la musique. Et si toi, ton rêve, c'est de décimer l'humanité, mais go for it, pro. Et Lucie lui dit mais t'as raison, mec, c'est trop bien comme métier de vendre des CD. Moi, à ta place, je deviendrais pas avocat, c'est vraiment nul. Et puis il lui dit un truc du genre moi, tu sais, j'en ai rencontré des avocats et franchement, à ta place, je ferais pas ça. Je te dis que Lucie a dû avoir une petite expérience. Là d'où il vient. Voilà. Et donc le vendeur est hyper emballé et il lui dit bah viens, on va dans la réserve, j'ai plein de trucs qui vont t'intéresser, qui sont super pour toi et tout. Et du coup il va dans la réserve avec ce mec et son collègue. Et à ce moment-là, donc Linus reste avec Talia. Avec Talia. Il se retourne, il voit plus Talia. Il se retourne, il voit plus Linus. Plus Lucie, il est en mode panique. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, il entend un bruit et du coup, il va dans la réserve, il explose la porte et en fait, il retrouve le collègue de Hashish qui est inconscient contre le mur. Avec une croix à la main. Avec une croix à la main. Et du coup, Lucie se retourne et dit non, mais Linus, c'est pas ce que tu crois, c'est juste qu'en fait. Il a essayé de m'exorciser. Ouais, il a essayé de m'exorciser, il m'a dit que j'étais l'antéchrist et que, en gros. C'était nul quoi, et du coup il m'a pointé sa énorme croix sur la tronche et il a essayé de m'exorciser et il dit mais moi en plus je m'en fiche, j'adore les croix, c'est hyper sympa comme signe, tu vois. Il est là en mode je sais plus ce qu'il dit mais oui il s'en fout complètement de la croix, c'est pas du tout le sujet. Ouais. Et il est super pote avec Dieu, je sais pas quoi, un truc genre vraiment j'adore les prêtres ou un truc dans le genre, c'est et du coup il l'a assommé pour se défendre. Ouais. Et Hashish confirme l'histoire de Lucie en disant bah ouais, il a essayé d'agresser le petit, ça se fait pas quoi. Il s'est défendu, tant mieux pour lui. Il a eu raison. Et du coup Linus est énervé. Mais il est énervé vraiment contre le gars. Voilà, au début il est énervé et Lucie il essaye de lui dire non mais vraiment je suis désolée, c'est pas que je voulais, mais en fait il m'a fait peur en gros quoi, et du coup je me suis défendue et Linus il dit non mais je suis pas énervé contre toi en fait. Là je suis énervé contre lui là-bas. Parce qu'on va pas se mentir, ça ne se fait pas d'agresser les enfants. Hein. Voilà. Et donc, du coup, Hashish décide d'offrir les vinyles à Lucie. À Lucie parce que il le trouve super sympa et qu'il a envie de se faire un peu pardonner parce que c'est pas cool ce qu'il a fait son collègue quand même. Voilà. Et après, on a une petite scène où il y a Talia qui voit une petite fille, toutes les deux elles se font coucou et tout, et la mère est complètement paniquée en mode quoi, non tu vas pas, enfin on ne parle pas avec des gens là. Touche pas ma fille. Touche pas ma fille, machin. Du coup, là, Linus panique et se dit elle va. Ça va la rendre trop triste. Et Talia elle est en mode non, c'est la mère qui est un peu conne, mais la petite elle était mignonne et elle est comme moi et on change les mentalités. Oui. Une personne à la fois. Une personne à la fois. Et puis elle dit elle m'a dit que ma barbe était super belle. Et ça fait plaisir. Voilà. Parce que mine de rien, elle est super coquette, Talia. Oui. Et donc après ils se rejoignent tous chez le marchand de glace. Parce que c'était quand même l'objectif de la sortie, c'était d'aller manger une glace. Exactement. Donc ils se rejoignent et là il y a une grosse altercation entre le marchand de glace et Arthur. Qui devient chaud bouillant. Littéralement. Il commence à bouillonner de l'intérieur. Vraiment, ouais. On va dire que la moutarde lui monte au nez, le feu lui monte à la tête. Voilà. Et en fait, le marchand de glace ne veut pas vendre de glace aux enfants et il leur parle super mal. Et du coup, Arthur prend feu. Il bouillonne. Et du coup, Linus vient lui attraper la tête en lui disant calme-toi. calme-toi. Ce n'est pas la solution. Et en fait, justement, il dit qu'en lui touchant la tête, il est sacrément chaud, quoi. Il a la peau brûlante. Et finalement, ça se résout parce que y a la vendeuse de trucs de jardinage qui s'appelle Hélène. Ouais, Hélène. C'est marrant, je pense à un truc du coup. C'est comme Hélène DeGeneres. Est-ce que tu crois que c'est un clin d'œil?
D'accord, ouais, je vois. Nous verrons ça ensuite. Bon, bref. Donc, Hélène qui arrive, qui en fait, on se rend compte, est la mère du village, connaît Arthur, parce qu'il a grandi là. Et elle leur sert les glaces en disant à l'autre oui bon bah écoute, qui est son neveu d'ailleurs, qui est son neveu, si t'as pas envie de les servir, pousse-toi, c'est moi qui vais le faire. Ouais. Donc finalement ça se passe bien, ils rentrent et à ce moment-là il y a justement comme Sal est effrayé par le vendeur de glace, il se retransforme en loulou de Poméranie et c'est Linus qui va aller aux toilettes avec lui en lui expliquant écoute c'est pas grave, c'est normal d'avoir peur, il faut juste que t'arrives à contrôler ta transformation, mais moi aussi des fois j'ai peur, enfin vraiment il le rassure de ouf. Et après du coup Sal se retransforme en être humain. On vous rassure tout de suite, Sal va dans une cabine de WC pour se changer, enfin pour Linus, se retransformer, ouais. Et Linus attend derrière la porte, hein. On n'est pas sur un truc pédocriminel. Et du coup à ce moment là c'est là que justement il gagne la confiance, que Linus gagne la confiance de Sal. Et parce qu'il a réussi à le rassurer et que en fait Sal voit que c'est vraiment quelqu'un de gentil et que en fait il a plus à avoir peur de lui quoi. Et aussi il lui donne, enfin en fait quand Sal se transforme en chien, tous les autres le chouchoutent en essayant de le calmer, de lui dire des mots gentils, et puis Lucie regarde le vendeur de glace et lui dit t'as pas honte d'avoir fait peur à mon frère. Exactement, ouais. Et du coup Linus lui explique à Sal aussi que tous les autres sont là pour lui et que c'est quand même c'est comme leur frère. C'est comme leur frère et que venant de Lucie c'est quand même un magnifique compliment. Exactement. Que potentiellement il sera sauvé dans cet apocalypse. Voilà. Mais ouais c'est assez touchant comme moment. Et après, il y a une scène qui l'est nettement moins, c'est quand il va à la poste récupérer les derniers courriers là, du MGM. Et qui dit attention, Arthur Parnassus n'est pas ce qui vous croyez. Ouais. Et il y a une clé qu'on lui donne. Qui est tout un dossier, sur Arthur, le dossier de Arthur, qui est complet, non censuré. Ouais. Donc là, ils reviennent tous à la maison. Lui, il va chercher la zone, le truc de la clé. En fait, il s'était rendu compte qu'il y avait une espèce de cave. Une petite cave fermée à clé. Avec un gros cadenas. Derrière un buisson, enfin derrière un peu caché, quoi. Et que la porte avait l'air complètement carbonisée, quoi. Ouais. Et qui s'est dit, oui, c'est fermé à clé parce que il y a eu un incendie, ça a affaibli la structure, il faudrait surtout pas que les enfants aillent jouer dans les gravats de l'incendie. Exactement. Et là, il rentre et il se rend compte qu'en fait... déjà, avant, il lit le dossier d'Arthur. Oui, mais nous, on sait pas encore. Nous, on sait pas encore, mais il le lit. Et en fait, il arrive dans cette cave et il voit que tout est brûlé. En fait, à l'intérieur ça ressemble à une chambre et tout est renforcé Enfin, l'intérieur de la chambre est renforcé en métal ou je ne sais quoi. Et que ça a l'air d'être complètement carbonisé, quoi. Ouais. Et en fait, c'est là qu'il comprend... Enfin, que lui, il lit, et nous, il y a Arthur qui arrive et qui nous fait comprendre. En se transformant, en déployant ses ailes, qu'en fait, Arthur est un phénix. Exactement. Le truc que moi, je n'avais pas vu. Et que du coup, c'est lui qui a brûlé sa chambre, que c'était sa chambre quand il était petit, que c'était un orphelinat également avant. Mais en fait, à ce moment-là, déjà, quand il reçoit la lettre du MGM, Linus, il se sent complètement trahi et il a l'impression que en fait, ils l'ont utilisé pour avoir un bon rapport, que en fait, tout le monde, enfin, les enfants et Arthur et Zoé lui ont menti, et qu'ils se sont servis de lui, et qui se sont montrés gentils pour l'amadouer, en fait. Et ils se sont complètement trahis par Arthur qui lui a pas dit la vérité, et par le MGM qui en plus lui cachait des choses, voilà. Et donc à ce moment-là, Arthur lui explique toute son histoire de vie et qu'en fait il a été maltraité étant enfant, qu'il a été enfermé dans cette chambre et qu'il a essayé de faire brûler sa chambre pour pouvoir s'en sortir, mais que le directeur de l'établissement avait tout blindé et du coup il pouvait pas sortir et qu'il était resté enfermé 6 mois seul dans sa chambre. Et on le voit parce qu'il y a les marques sur les murs des jours et des mois qui passent et tout. Enfin, et là il y a aussi une scène où du coup il est super trahi, mais il y a Arthur qui essaie de se rapprocher et tout. Franchement, il y a une espèce de tension entre les deux personnages qui est tout à fait... Ça faisait un moment qu'on comprenait que Linus il était pas insensible au charme de Arthur, qui disait que quand même dès qu'il le voyait il avait des beaux yeux, des beaux cheveux, qu'il était quand même toujours souriant, enfin voilà. Voilà, et on se doutait un peu que, parce qu'il dit toujours que Arthur le regarde, machin. On se doutait que Arthur n'était pas complètement insensible au charme de Linus. Ouais, c'est ça. Et là, ça se confirme un peu, quoi. Je trouve qu'on le voit plutôt chez Linus que chez Arthur, tu vois. Après, tu t'en doutes quand même par le fait que Linus, tu sais,
tu comprends qu'il le trouve mignon et qu'il l'aime bien, et qu'en même temps il est là en mode non mais il doit forcément sortir avec Zoé, et toi tu comprends en te disant bah non c'est sûr qu'il y a rien avec Zoé. Et il y aura vraiment doublement rien avec Zoé. Ouais, là c'est clair. Après cet événement où Linus s'est senti un peu trahi, enfin complètement trahi d'ailleurs, il y a un moment très intense où Zoé sent que le village est prêt à les attaquer en fait, et du coup Linus et Arthur décident de partir avec la voiture de Zoé en laissant Zoé sur l'île en disant que de toute façon elle va protéger les enfants pour essayer d'apaiser les tensions avant l'assaut quoi. Ouais. Donc c'est assez intense, il y a une grosse altercation entre les villageois et Arthur qui prend feu. Enfin vraiment qui se transforme devant tout le monde en mode YOLO. Et particulièrement avec Martin qui est du coup le neveu neveu d'Hélène, donc celui qui vendait les glaces en fait à la base. Et le mec que a démonté Lucie aussi ouais. qui a mis une Minerve qui est clairement la Minerve de sa grand-mère sur laquelle il y a son nom dessus. Ouais. Enfin pas du tout, archi exagéré quoi. Non d'ailleurs je confonds Ah ouais, le neveu c'est Martin, effectivement. Le neveu c'est Martin, c'est celui qui travaillait à la boutique de vinyle. Oui. Ouais. Donc c'est lui en tout cas qui a pris la Minerve. Ouais. Et l'autre, il est aussi super vénère. Merle les a pas fait traverser parce qu'ils ont juste pas voulu lui payer. Ouais. Lui, il a toujours qu'un objectif en tête, c'est amasser le maximum d'argent. Voilà. Et du coup, il y a Linus qui prend la parole et qui va faire un discours qui va beaucoup toucher Arthur sur l'acceptation, le fait que ce sont des enfants qui méritent pas d'être des citoyens de seconde zone, qui pourraient se balader dans les rues comme ils le voudraient, et que vraiment c'est tout ce qu'une bande de gros fachos là. Voilà. Donc il y a un villageois qui lance une pierre sur Linus et Hélène, et à ce moment-là Arthur en fait s'interpose au milieu et se transforme totalement en phénix, donc avec ses ailes de 3 mètres par 3 mètres déployées. Sachant que c'est dans le lore dans l'univers du roman, c'est vraiment une espèce extrêmement rare, encore plus rare que les vouivres. Hein. Oui. Il en reste vraiment plus beaucoup. Et ils étaient considérés comme très dangereux. Voilà. Et là, pour l'aider à se calmer, il y a Linus qui, pareil, à nouveau, met ses mains sur le visage et il sait, au fond de lui, il a la certitude qu'il ne sera pas brûlé par les flammes de Arthur. Ouais. Il y a un truc d'espèce de confiance aveugle de c'est bon, je peux te toucher même si visiblement tu es incandescent. Et ça va aller quoi, ça va bien se passer. Et du coup il arrive à faire redescendre en pression là tout ça. Et il y a Hélène, la mère du village, qui est un peu en mode bon bah maintenant ça suffit. De toute façon vous m'avez élu, c'est moi qui décide. Voilà. Non mais qui dit on va arrêter cette folie quoi. Il faut inclure les gens. Enfin, en fait, elle les remet devant les faits accomplis et leur explique que c'est complètement stupide comme réaction de faire ça, quoi. Surtout vis-à-vis d'enfants, quoi, qui, ils l'ont bien vu, sont absolument pas méchants. Et du coup, c'est vrai que les villageois, ils se remettent en question et ils disent ouais, bon, c'est vrai qu'on a abusé. Et puis ils se calment et ils partent, quoi. Exactement. Avec des petites menaces du style en gros, elle a des petits arguments du style en même temps. Ça ferait plus d'argent pour les commerces. Et puis, toi, tu n'as pas envie que je te coupe de ton héritage, non ? Ouais, en parlant de son neveu, qui lui dit tu peux pas faire ça, et elle qui dit bah si, vu que c'est moi qui le gère, donc fais attention à ce que tu dis. Too bad. Voilà. Ils repartent sur l'île. Et puis on arrive à la fin du séjour de Linus. Qui dit que comme c'était prévu... d'ailleurs, Talia a invité Hélène à venir voir son jardin, et Hélène a dit qu'elle passerait et qu'elle serait ravie de tous les revoir. Et ça, c'était quand ils ont visité le village. Et du coup, Linus qui lui répond qu'il serait sans doute pas là parce que lui, il a toujours prévu de partir à la fin de sa mission, rentrer chez lui. Et à ce moment-là, Hélène lui glisse aussi un petit mot en lui disant... la maison, c'est l'endroit où on choisit d'être, quoi. Ouais, voilà. Et associée à Zoé, qui est un peu, durant tout le roman... Elle arrête pas de répéter, les garçons, vous êtes vraiment trop bêtes. Voilà, vous êtes vraiment idiots. Et genre, tu sais, elle regarde Linus, elle regarde Arthur, et genre, elle les voit se parler... ils se chafouinent de fou. Mais il se passe jamais rien, à chaque fois, elle est là en mode... Putain, les gars, genre...
allez-y quoi. Go. Linus est sur le départ quand on lui propose une dernière expédition, une dernière aventure pour pour aller chercher enfin ce trésor de l'île. La dernière fois on a dû récupérer Arthur, bon maintenant ça suffit, on va aller chercher ce trésor. Et là il se retrouve tout seul avec les enfants. Ouais. Et il met son petit costume et puis bah ils y vont quoi. Et ça se passe relativement bien. Et ils évitent tous les serpents mangeurs d'hommes et tous les cannibales de l'île. Ah, là cette fois-là c'était les serpents mangeurs d'hommes. Exactement. Et arrivé à la maison de Zoé, en fait les enfants partent en courant et lui il dit je veux pas courir, j'ai la flemme. Du coup il arrive en marchant et en fait en arrivant il les voit tous devant la maison de Zoé pour faire une petite fête, un petit pot de départ de trop Linus. mimi. Et donc c'est là que en fait dans la maison ils mettent de la musique, ils mangent, ils passent un bon moment, tout ça. Et en fait Arthur invite Linus à danser. Et du coup, ils se retrouvent à danser tous les deux dans un moment vraiment intime. Hyper romantique. Voilà, avec tous les enfants qui les regardent et genre du coup, ils se retrouvent comme ça. Et vraiment, encore Zoé, elle est là en mode vous êtes vraiment trop bête. Vraiment trop bête, quoi. Et Linus finalement part. Et vraiment, tout le monde est trop triste de ça. Tout le monde est dépité, ouais. Tout le monde est dépité. Zoé, c'est elle qui le ramène à la gare, tout ça, et elle fait vraiment la gueule. Oui, elle est pas contente. Elle est vénère de ouf. Mais Linus, il est en mode non, il faut que je rentre, j'ai des choses à faire, il faut absolument que je rentre. De toute façon, c'était la condition depuis le début. Je fais mon taf et après je rentre chez moi. Et puis, mais on sent que quand même Linus il a vachement changé. Hein, pendant ce mois-là, il a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, il a beaucoup changé. Et donc là, on a quelques chapitres où effectivement il arrive à nouveau dans la ville, etc. Et qui fait moche. Il pleut. Il a encore oublié son parapluie. Les gens, ils sont pas gentils. Le bus est toujours en retard. Calliope, elle fait la gueule. Elle miaule plus, alors qu'elle miaulait quand elle était sur l'île. Là, elle miaule plus, elle fait juste la gueule. Puis il arrive chez lui, tous les tournesols sont morts. Ils ont été arrachés par la voisine parce qu'il a tellement plu qu'ils ont moisi et que la voisine est en mode oui, mais ça va faire baisser la cote du quartier. Et l'autre il est là, mais vous souhaitez vendre votre maison ? Ah mais non, pourquoi vous dites ça ? Voilà. Alors, pourquoi ça vous intéresse ? Puis elle raconte encore sa life de non mais vous savez, mon neveu il a trouvé un super mari, franchement vous avez raté votre chance, monsieur Baker, machin et tout. Et là monsieur Baker il arrive un peu plus à répondre, à en envoyer un peu. Donc on voit vraiment qu'il est plus... Il commence à envoyer... Enfin, depuis la moitié du roman à peu près, il commence à bien envoyer chier les gens qui l'embêtent, quoi. Voilà. Et là, vraiment, on sent qu'il est plus du tout adapté à cet endroit-là. Donc il reprend ses dossiers en retard, machin. Puis il est convoqué par les cadres extrêmement supérieurs qui veulent discuter de son dernier rapport. Et en fait, donc là, il y a une altercation. Donc cette fois-là, il a plus peur d'eux et vraiment, il leur répond. Il leur dit encore une fois que c'est inadmissible, qu'ils ont fait n'importe quoi, qu'ils l'ont pas informé. Et ils veulent parler de son dernier rapport qui, en fait, au-delà de l'introduction qui est la même sur tous les rapports, ne contient en fait qu'une seule phrase disant en gros que Arthur est parfaitement adapté pour rester le directeur de cet orphelinat et que lui il demande à ce que ça reste ouvert. Voilà, et donc là les cadres ils sont juste indignés en mode mais comment ça, enfin il nous faut plus de détails. Puis vous vous prenez pour qui quoi de nous dire ok on vous demande votre avis mais on veut des détails parce que c'est pas vous qui avez décidé donc voilà. Et donc là il fait un énorme laïus en expliquant que le système est très mal fait. Voilà, que quand les écoles quand les orphelinats ils ferment, les enfants ils vont n'importe où, que on ne peut pas considérer ces enfants comme des monstres parce que c'est bien normal de se défendre quand on est attaqué. Et aussi il dit qu'il a bien compris le principe de la mission et qu'en fait c'était pas d'aller surveiller les enfants qui en soi certes sont plus impressionnants que les autres mais au final restent assez similaires à tout ce qu'il a pu voir et qu'en fait le but de la manœuvre était surtout d'espionner Arthur Parnassus et que vraiment en fait ça l'indigne qu'on lui ait pas explicitement dit que c'était ça et que vraiment il y a quelque chose de personnel derrière des représentants des cadres extrêmement supérieurs. Oui. Parce que aussi au cours du livre on apprend qu'il y a un des cadres, celui qui lui envoie tout le temps les lettres et qui lui a dit de faire très attention etc., qui en fait a été un amant de Arthur, non ? Oui, c'est ça, plus ou moins. Enfin, qu'en fait, il est venu inspecter également l'orphelinat quand il était
à la place de Linus, et que en fait Arthur s'est beaucoup attaché à lui et que il lui a mis à l'envers, et tout ça pour accéder à son métier de cadre extrêmement supérieur. Et du coup il fait une énorme diatribe, il a plus du tout peur, il est très... il pousse une bonne gueulante, on va dire, puis il se barre. Il attend pas que ce soit fini, enfin il dit voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, il s'en va, Merci, il redescend, il récupère ses dossiers, machin. Et en fait, au fur et à mesure, là, quelques jours s'écoulent et on apprend qu'il vole des dossiers. On sait pas trop ce qu'il fait, mais il récupère des dossiers un peu discrètement. Au bout d'un moment, il reçoit... Au bout de 3 semaines à peu près. Ouais, il reçoit une lettre, un petit courrier des cadres extrêmement supérieurs, comme quoi l'orphelinat va rester ouvert. Et donc là, il est trop content. Il se lève, il prend sa photo qu'il avait faite avec les enfants, pour laquelle il a eu je sais pas combien de blâmes, et il prend ses clics et ses claques, et il se barre. Donc là, la voisine, elle est en mode mais qu'est-ce que vous faites là, machin, je savais que vous faisiez une dépression et tout. Il dit non mais je rentre chez moi. En mode mais vous êtes complètement tardé, c'est chez vous ici. Et là il prend ses vinyles, son chat, et hop, il prend le train et il retourne à l'orphelinat. Sauf qu'il arrive là-bas, il a oublié de prévenir tout le monde, du coup il se retrouve un peu à marcher pendant des heures pour rejoindre la ville, puis il croise Hélène qui au final, elle le ramène sur l'île. Le ramène sur l'île, et là il y a une petite scène où il s'excuse, il explique son plan. Déjà quand il arrive du coup cette fois sur l'île, il retrouve Talia en premier, comme la première fois, qui est en train de... il y a Calliope qui s'échappe comme la première fois. Il va la chercher et il tombe sur Talia qui est en train de creuser un trou. Du coup, elle ronchonne un peu. Elle est très ronchante. Et voilà. Et globalement, Linus, il essaye de la caresser dans le sens du poil en lui disant qu'est-ce que tu fais, il est très joli ton jardin, tu l'as toujours bien entretenu pendant ces 3 dernières semaines et tout. Puis elle finit par lui dire en gros je suis en train de creuser ta tombe. Et du coup lui il est là en mode oui je comprends. C'est vérité. Ok, faisons donc ça. Et au final en discutant vite fait avec elle, il se rend compte qu'en fait elle est en train de pleurer et que elle est trop contente de le revoir, et qu'elle était très triste qu'il soit parti. Et après il retrouve tous les enfants, Arthur, tout ça, et donc il s'explique et il explique qu'en fait il était parti pour plaider sa cause et il voulait pas revenir avant d'être sûr que l'orphelinat reste ouvert. Oui, et puis surtout que quand il est parti, il pensait pas revenir, il avait pas encore réfléchi au fait de rester là-bas, mais qu'en fait il avait vraiment ce but-là, et que c'est une fois qu'il avait eu gain de cause qu'en fait il s'est dit ma place elle est pas ici, elle est à l'orphelinat avec à Marcia avec tout le monde quoi. Exactement. Et que du coup quand même il avait un peu anticipé parce qu'il avait commencé à voler des dossiers. Et il voulait amener les enfants un peu encore plus différents des autres, et les cas un peu plus complexes, les amener sur l'île pour qu'ils aient une vraie famille. Et du coup, c'est ça les dossiers qu'il volait. Et puis, on a enfin ce qu'on attendait depuis le début. Il y a Arthur et Linus qui restent dehors pendant que Zoé amène tous les enfants à l'intérieur pour préparer le repas et pas du tout espionner aux fenêtres. Et Arthur et Linus finissent enfin par se pécho. On n'en pouvait plus. Voilà. Mais c'est vrai que moi je l'attendais vraiment ce moment, mais en fait c'est un peu un des moments gnangnan que j'aimais pas trop la manière dont c'était écrit, parce qu'en fait vraiment ça fait vraiment conte de fées quoi, tu vois, comme c'est écrit, et je trouve que ça hein? Oui, c'est un peu gnangnan. C'est très gnangnan, ouais. Et moi je trouvais que ça aurait pu être tourné autrement, mais après tu sais j'étais un peu en mode en le disant et ouais, mais après ça n'enlève pas que on l'attendait ce moment, ouais, on fait quand même très plaisir, tu vois. C'est un très slow burn, on est très content que ça arrive enfin. Mais genre vraiment ils sont vraiment là en mode je n'aime que toi, je veux rester auprès des enfants et de toi, tu es mon tout. Vraiment c'est un peu ça, et moi j'étais là en mode oh là là. Ouais, genre juste embrassez-vous et puis allons-y quoi. Voilà. Et vraiment genre avec Arthur qui est là en mode Linus, tu es vraiment un être merveilleux. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es merveilleux. Je ne m'imaginais pas poursuivre sans toi. Voilà. Et puis après on a un petit épilogue comme quoi du coup Arthur et Linus sont bien restés, que Zoé est en couple avec Hélène. C'est pour ça que je pense qu'il y a un parallèle avec Hélène DeGeneres.
Et qu'en fait, Hélène propose à Linus et Arthur d'accueillir un nouvel enfant parmi l'orphelinat. Oui. Et aussi qu'on apprend à ce moment-là qu'en fait, ils sont en train de faire les démarches pour demander d'adopter tous les enfants pour que ça devienne vraiment une famille et pas juste un orphelinat. Exactement, parce que du coup, il y a tout un truc dans le terme, genre, vous dites orphelinat, mais personne ne va jamais adopter ses enfants, donc il faut appeler un chat, vous créez des centres, des maisons, mais c'est pas un orphelinat. Ces enfants ne seront jamais adoptés. Voilà. Et du coup, on apprend aussi que le MGM a été renversé, que tous les cadres extrêmement supérieurs ont démissionné, qu'ils sont en train de revoir toutes les lois. Et du coup, mais que c'est encore considéré comme des orphelinats, du coup, qu'ils ont fait les procédures d'adoption. Et c'est à ce moment-là que Linus exprime sa crainte de pas être accepté en tant que dossier d'adoption parce que, ils sont pas mariés. Et du coup, c'est là que Arthur lui dit, faut remédier à ça. Remédier à ça. Voilà. Et voilà. Et c'est la fin du livre. Et c'est la fin du livre, exactement. Donc, vas-y, Siloé, commence. Qu'as-tu pensé de cette lecture ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Dès le début, ça m'a accroché, comme je le disais, avec le personnage de Linus, qui est un peu Monsieur Tout-le-Monde, mais qui est très attachant. Et on s'attache très vite aux enfants, à Arthur, à tout ce qui se passe, à Zoé. Et... ouais, vraiment, je trouvais que c'était un petit conte féerique et genre... c'est très mignon, c'est très joli, c'est un beau tableau quand même et du coup, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça se lit... ça se lit facilement. Ouais. Moi aussi j'ai beaucoup aimé. Au début, en fait, je pense que j'avais inversé un truc, il y a une connexion qui s'est pas faite dans ma tête parce que je croyais que c'était un des... Goodreads Choice Award dans la catégorie mystère et thriller, tu vois. Donc en fait j'attendais un peu un truc du style en fait Arthur c'est un pédocriminel, tu vois, j'attendais un truc un peu glauque. Mais j'attendais vraiment un truc un peu glauque. Même Linus au début j'étais en mode est-ce qu'on va apprendre que tu sais il y a plein d'enfants partout, j'étais en mode est-ce qu'on va apprendre que c'est un pédocriminel. Donc je cherchais et puis après j'ai vite compris que je m'étais chiée et que c'était pas du tout ça, donc je me suis vraiment laissée embarquer. J'ai beaucoup aimé le style aussi, comme je disais, je trouve que en peu de pages, en un chapitre, on arrive à te faire comprendre très vite que Linus il a une vie qui est juste super chiante et très répétitive. Il y a des phrases, alors je sais que c'est hyper cliché, c'est pour ça que je sais pas si c'est les moments dont tu parlais un peu conte de fées et tout, mais genre à la fin quand il parle des lampadaires et tout et qu'il est en mode il y a des perles de pluie qui s'accrochent aux lampadaires qui reflètent la lumière et tout, je suis en mode en vrai c'est beau quoi, moi ça me plaît, ça me parle. Moi c'est pas tant ça, moi ces petites parties là je les ai bien aimées aussi. Moi ce qui m'a vraiment ce que j'ai moins aimé, on va dire, parce que j'ai quand même beaucoup aimé le livre dans sa globalité, mais vraiment les moments où j'étais un peu plus en mode c'était les moments gnangnan à la fin avec Arthur où genre vraiment ils sont là en mode je n'ai besoin que de toi dans ma vie et tout, et vraiment moi j'étais là en mode oh là là. Mais en vrai je suis un peu d'accord parce que à la fin en fait je trouve que ça fait écriture enfantine, tu vois, alors que tout le livre et t'as dit c'était une lecture adulte, c'est oui, pas normalement il est classé dans la catégorie adulte. Voilà. Après ça peut être un young adulte, on va pas se mentir, ça se peut. Mais du coup t'as l'impression qu'en fait c'est vraiment adressé à un adulte pendant tout le livre et que ces petits moments parfois, surtout à la fin avec Arthur, où en fait il régresse de catégorie et passe dans la catégorie jeunesse, tu vois, et genre et je suis là en mode ça n'a pas trop de sens, mais pourquoi pas, après c'est pas catastrophique mais... Non. Moi c'est vrai que ce qui m'avait un peu agacé c'est les allers-retours parfois que fait Linus. En fait on comprend qu'ils se sentent frustrés, mais t'es en mode oui bon bro, move on quoi, il t'a pas dit ce qu'il était, tu vois ce que c'est d'être un être magique, tu comprends qu'il a envie de protéger son secret, donc allez, tu ravales ta fierté et ça va bien se passer. Oui, il se vexe un peu facilement. Et par contre moi j'ai bien aimé en fait le retour avec l'explication, genre si ça avait été comme la fin du dernier podcast en mode je m'en vais mais c'est le drama, c'est épouvantable ce que je vis et puis finalement bon je décide d'y retourner, ça m'aurait trop saoulé. Alors que là le truc de en vrai je rentre mais j'ai un projet, je sais pourquoi je rentre et puis je repars parce qu'en fait c'est là que je veux être et j'ai prévu mon petit plan et tout, il y avait un peu de sens. Après je comprends pas pourquoi il en a pas parlé à Zoé et Arthur, tu vois. Mais parce que je pense qu'en fait il avait ce projet là de rentrer pour faire ça, mais que sur le coup il se disait pas qu'il allait revenir, genre lui il était vraiment en mode la mission est finie, je rentre chez moi, tu vois. Ouais mais en vrai si tu veux que Arthur et Zoé adoptent des enfants,
tu as la décence de leur en parler d'abord. Oui, de dire, tu genre... veux dire après quand il a commencé à voler les dossiers. Mais oui, genre tu peux te fendre d'un mail ou d'une lettre, tu vois. Enfin, mais c'est vrai qu'il a fait, en fait il est rentré en se disant qu'il allait pas revenir et après au bout de quelques jours il a fait son petit plan machiavélique de son côté et il en a pas la moi du coup j'avais vraiment compris qu'il rentrait en ayant déjà cette idée là en tête, tu vois. Ah non, moi pour moi il rentrait en mode automatique, robot, il se dit la mission est finie, je me casse. Et après, en arrivant chez lui, en fait, il se rend compte qu'il pleut, il fait pas beau, la vie elle est nulle, il va au MGM, il s'engueule avec les cadres extrêmement supérieurs, et là il a le déclic et il se dit ok, faut faire un truc, tu vois. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, moi j'ai trouvé quand même que c'était mieux que rentrer le drama, je me désespère, il me manque tellement, machin. Oui, on a un peu de ça, et c'est pas mes passages préférés, mais. C'est pas abusé non plus. C'est pas abusé non plus, ouais. Et il y a pas la méga dep de 5 mois. Où tu te tapes 30 pages de ça va pas avant de revenir, quoi. Ouais. Voilà. Et oui, non, j'ai trouvé ça effectivement un peu gnangnan, les paroles, enfin, les explications avec Arthur où t'es un peu en mode mais allez-y, mais juste embrassez-vous, putain. Ouais, c'est ça. Après, moi j'adore les slow burn, donc forcément ça m'a beaucoup plu cette histoire d'amour. Oui, moi ça m'a pas dérangé non plus, ouais. Enfin, moi j'ai bien aimé à chaque fois, j'étais en mode quand est-ce qu'ils vont s'embrasse, pas s'embrasse. Après, je trouvais qu'il se lisait hyper facilement et qu'on se laisse hyper entraîner dans l'histoire. Mais après, c'est vrai que c'est pas une trame exceptionnelle où genre on est hyper surpris, tu vois. Genre, non, c'est hyper téléphoné la fin. Tu comprends très vite où ça va aller, tu sais qu'il va revenir, tu sais qu'ils vont finir par se pécho, tu comprends très vite qu'en fait il est amoureux d'Arthur, enfin tu vois, en fait. Non, mais c'est hyper téléphoné, mais vite ce qui se passe, quoi. C'est assez cosy. Et moi, c'est vrai que c'est du coup ces petites phrases, comme tu dis, un peu enfantines qui font que j'avais genre une espèce de boule au ventre, un peu j'étais émue sur la fin, mais ça m'a, j'ai pas pleuré, tu vois. Et je pense que ça me faisait redescendre j'étais en mode c'est trop mignon, oh putain que c'est niais, c'est trop mignon. Ouais, voilà. Et c'est hyper agréable à lire. Ouais, franchement moi je vous le conseille beaucoup parce que contrairement, enfin évidemment on vous a pas mal spoilé, mais on n'a pas non plus tout raconté, donc je pense que vous pouvez le lire parce qu'il y a quand même pas mal de détails en vrai dans le livre et c'est... Enfin, et ils valent le coup, moi je trouve. Même si on connaît l'histoire. De toute façon, c'est important à lire, genre vraiment. De toute façon, je veux dire, au bout de 100 pages, on sait exactement où ça va aller, donc je veux dire qu'on vous a raconté l'histoire ou pas. Ouais, c'est ça. Mais ouais, donc c'était une très bonne lecture. Par contre, je sais pas trop vraiment ce qu'ils vont pouvoir raconter dans le deuxième volume. Parce que je trouve que la fin se suffisait très bien à elle-même, et j'ai un peu peur que ça traîne en longueur. Je sais pas ce que t'en penses, est-ce que tu voudras le lire toi ? Je pense que je le lirais, ouais, mais je suis d'accord avec toi. Qu'en fait, il aurait pu se suffire à lui-même, le livre. Après avoir, peut-être, je sais pas, est-ce que c'est une nouvelle histoire à propos du MGM, les nouveaux enfants adoptés, ou alors une histoire dans le même univers, mais sur d'autres personnages, tu vois. Ouais, ça se peut aussi, mais il faudrait pas que ce soit répétitif. Ouais. Non, mais à voir, moi aussi, je pense que je le lirai et on verra bien. Peut-être qu'on le lira pour le podcast quand il sortira en français, on ne sait pas. En tout cas, sachez que ce roman a reçu de très bonnes critiques. Il est noté 4,39 sur 5 sur Goodnote, qui est l'app dont je me sers moi pour les livres. Voilà, je sais pas si t'as un dernier mot, un dernier truc à rajouter, Siloé. Non, je sais pas, mais c'était très bien. Ben, super. Ben, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et on se retrouve une prochaine fois. Je vais essayer d'être plus assidue sur Instagram pour vous tenir au courant, comme ça vous pourrez lire le livre en même temps que nous. Parce que là, ça va vraiment tomber, sortir de nulle part. Enfin voilà.